Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Coupé. Et bonjour à toutes et à tous, Donc voilà, désolé pour nous ceux qui ont ouais, déjà vu un peu le début de ouais, on l'émission. a dû rebooter le truc. Grâce à Anthony, on a réussi à remettre en marche. On a eu un problème de réseau, donc n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs s'il y a de nouveau des Ouais, problèmes de réseau. On a branché un câble Ethernet, donc ça devrait être beaucoup mieux. et D'habitude, c'est un peu compliqué de brancher des nouveaux trucs sur notre setup, c'est pour ça que c'est compliqué et pour nous de l'écran de faire gauche, ça. là, ça correspond à quoi? Où à gauche? Et du coup, ben oui, alors Vincent me demande ce que c'est Ouais, l'écran de ouais, parce que là, gauche, il y a un truc que je parce vois qu'en rien. fait, on voit des choses que vous voyez pas à l'écran, mais en gros, nous, on voit les D'accord, scènes OK. qui sont en préparation chez nous sur nos écrans, Vincent. D'accord, Donc OK. Très bien. maintenant, on va reparler donc de nouveau du premier film de la semaine. Donc c'est une émission d'actualité. On parle de films qui sont Les sortis cette sorties, semaine, de par cette exemple. semaine, semaine du 24 novembre et aussi, Des films de patrimoine. Patrimoine qui passe, à l'Institut Lumière en ce moment autour de la rétrospective de Robert Redford sur Robert Redford, notamment. Et il y a aussi Edward Yang et plus tard, il y aura des films polonais courant décembre, Ok. janvier. Et donc, on commence par quel film? Le film Bugonia, donc le nouveau film de Yorgos Lanthimos, c'est ça? Ouais, tout à fait. Heu, Donc réalisateur grec, pardon. ouais, d'origine grecque, mais qui travaille aux États-Unis, en fait, donc il doit être citoyen américain, j'imagine. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, on retrouve, Emma son Stone. actrice fétiche, ouais, Emma Stone, et puis aussi un second rôle qui joue beaucoup dans ses films, Jesse Plemons. Tout à fait. Et là, pour le coup, dans le film, c'est eux qui occupent quasiment tout le L'écran. film, en fait, parce qu'il y a très peu de rôles secondaires, en fait. Et on va se retrouver dans une histoire où Mmh. elle gère une sorte de grand fabricant de produits pharmaceutiques, je En crois, tout je sais cas, plus. c'est une femme d'affaires qui réussit, Mm. elle fait la une du Times. Voilà. Ouais, c'est une entreprise de pharmaceutique, en fait, dans lequel travaille d'ailleurs, le personnage de Jesse Plemons, Teddy Mm. Gatz, Tout à qui est fait. employé dans le domaine des colis, en fait. Il étiquette La les colis, tout ça, logistique. logistique. Et au début du film, on sait pas trop le lien qu'il va y avoir entre ces 2 personnages, puis progressivement, le lien se forme autour de thématiques importantes. À la fois, d'un côté, on a la femme qui réussit, et de l'autre côté, le comment dire? Le travailleur lambda, masculin qui a on apprend qu'il, comment dire? Qu'il est très, comment dire? Soucieux de la planète, les Voilà. considérations écologiques, tout ça, à tel point que même il tombe dans des théories un peu carrément Voilà. complotistes, Tout à voilà, fait. par rapport autour de ça, et qu'il a jeté son dévolu Bah, sur sa cette patronne, quoi. patronne. Mm. Alors il y a à la fois, dans ce film, un peu une personnification des mouvements masculinistes qui existent aux États-Unis, en même temps, qui se raccroche à une forme d'écoterrorisme. Et aussi, une haine des femmes aussi quelque part, parce que qui va s'exprimer dans le film, même si c'est pas, comment dire? Peut-être Dit pas la clairement. thématique C'est principale, pas on va la dire. thématique principale, finalement, c'est ce qui est mis en scène progressivement. Heu, donc le personnage interprété par, Jesse Plemons, kidnappe, avec son cousin, Ouais, c'est ça qui est joué. Je sais cette pas le nom de patronne, ouais. l'acteur, mais de son cousin. Et on aperçoit le lien qui se fait entre les 2 Mm, mm. personnages elle et lui et son cousin d'ailleurs, ils sont 2 pour la kidnapper, et on s'aperçoit que c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'elle, c'est la PDG de la boîte dans laquelle il travaille, et qu'elle est plus ou moins responsable, en tout cas lui, et qu'elle est responsable de la maladie de sa mère, de la mère de Teddy Gatz, qui est carrément, Voilà. qui est quasiment morte. Enfin, elle est pas morte, mais En elle tout est cas, dans elle le est dans coma, un en état de fait. coma, Ouais, voilà. dans le coma. Et bref, en tout cas, on va essayer de pas trop dire de choses de Ouais, plus ouais, parce puis que c'est après très facile de spoiler beaucoup ouais, de ouais, choses sur c'est le pas film. évident, ouais, après d'en Mais parler sans globalement, tout ce qu'on ouais. vous a dit est présent dans quasiment tout le début Ouais, tout dans tout début le du film. début du film, donc c'est ça qui présente le film. Après moi, ce que j'aime bien chez Lanthimos, c'est qu'il y a une grande maîtrise, plastique quand même, au niveau de cadrage. Il a choisi un cadre, carré quasiment, 37, enfin, peut-être un peu plus, et toujours la caméra, il y a des mouvements de caméra assez étonnants. Il y a toujours quelque chose qui est assez reconnaissable dans son Ouais, esthétique ouais, par rapport à ses autres films. ouais, il y On a beaucoup de reconnaît un peu ce travelling que. arrière, avant, Mm. il y a beaucoup de gros plans bien cadrés, enfin comme des tableaux en fait sur les personnages. Il y a beaucoup de scènes de dialogue entre lui et elle, justement, Mm. parce que voilà, entre, le bourreau et sa victime, et du coup, des jeux de persuasion, de manipulation pour essayer de voir.
si un va l'emporter sur l'autre, si elle va arriver à se libérer d'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Enfin voilà, il y a tout un truc. Et on a toujours, bah, voilà, une thématique sous-jacente dans la plupart des films de Lanthimos qui joue avec l'absurde et compagnie. Ouais, Et ben là, on le fait à travers le complot dans ce film-là. ouais, C'est à travers ça qu'on va explorer une forme ouais, d'absurde ouais, et on va retrouver un peu, hein, des choses comme ça, qu'on voit dans d'autres films de Lanthimos. ouais, Celui-ci n'y fait pas exception, ouais. même si, bah, c'est pas forcément aussi, comment dire? Aussi présent que dans d'autres films, quoi. J'ai envie de dire, c'est peut-être, ce film, il essaye peut parfois d'être un peu plus terre à terre par Mmh. moment. Même si, on voit qu'il va partir Mmh. quand même dans ce qu'on a l'habitude de voir dans l'absurde, chez Lanthimos. Bah, en fait, c'est ça, il y a le côté absurde, mais c'est un absurde, en fait, que l'on connaît au quotidien, finalement, pourquoi des gens choisissent, de comment dire? De tomber dans ce genre de théorie complotiste? Pourquoi, ils tombent dans des croyances complètement farfelues? Pour se rassurer peut-être, pour éviter Mmh. de se confronter à l'autre, à la différence, parce que ça les met en danger dans leurs pensées. Là, en l'occurrence, le personnage, de Teddy Gatz, il tombe là-dedans parce que voilà, il est très lié à sa mère et que finalement cet amour pour sa mère enfin, il n'arrive pas à sortir de ça finalement et c'est ça qui l'entraîne à des théories complètement folles. Mais par contre, tu vois, là, tu dis pas mal de trucs, genre des Ah oui, théories complètement folles, mais ouais, il faut bien imaginer que n'importe qui peut tomber ouais, ouais, dans une forme de complot. ouais, Et puis, c'est pas parce qu'on tombe dans une ouais. forme de complot qu'on n'a pas non plus d'intelligence, je veux dire. Ouais, non, non, bien sûr. Faut arriver à dissocier les deux. Mais oui, C'est pas rationnel quoi, je veux oui, dire, voilà. voilà, Et en plus, là, dans l'époque dans laquelle on est, bah, là, on voit beaucoup, par l'influence soit des médias, ouais, soit de l'information qui circule, on voit pas mal de sujets complotistes qui bougent. Alors, ça mmh, peut être des sujets complotistes qui nous paraissent, nous, Européens, très farfelus, comme par exemple, bah, la Terre plate, mmh, ou des sujets qui font parfois plus polémique en France. Notamment, il y a plein de complots autour de l'agriculture. Je vais pas citer sur les l'ensemble, mais produits, qui font parfois pesticides. plus, qui font pas, qui sont parfois plus durs à évoquer. Et dans ce film, on a quelque chose qui dans les complots enfin, est assez qu'on qu'on que- qu'on voit de manière un peu, je sais pas comment dire, mais là on parle des extraterrestres, donc du coup Ouais, finalement, on tombe dans une un peu théorie de secte en fait, mais donc là ça reste assez léger par rapport aux thématiques qu'on peut retrouver dans la société, quoi. bah, là, ouais, là, il y a quand même une chose différente par rapport aux théories, sur internet, qui regroupent un certain nombre de personnes. Là, c'est que 2 personnes en fait. C'est un le personnage de Steve et son cousin en fait. Ils sont que 2 en fait à partager ce genre d'idées. Enfin en tout cas, le personnage de Steve a une ascendance sur son cousin qui a priori est peut-être moins, comment dire? Il a du mal à raisonner, donc il est facilement manipulable, on va dire. Donc du coup, on voit ce type qui manipule son cousin pour arriver à ses fins et entretenir en fait, finalement, son comment dire? Sa théorie en fait, en disant qui quelque part est pas totalement fausse aussi sur certains aspects. Mmh mh. C'est-à-dire qu'effectivement, la PDG de cette entreprise pharmaceutique, elle produit des produits, qui portent atteinte à l'intégrité de la planète en fait, clairement, à la santé des gens. Mais, qu'en fait, c'est aussi une personne qui représente ce capitalisme un peu En qui tout cas, de manière perçue, après on va rentrer dans le détail dans l'histoire, c'est mais oui. ça, mais qui tu vois, qui représente un peu ce capitalisme, qui est prêt à tout pour faire du profit, peu importe si ça détruit la planète, en fait. Donc, c'est intéressant aussi à ce niveau-là, parce qu'il y a une critique à la fois du système, en même temps, il y a une critique de l'attitude de ce mec, parce que finalement, il supporte pas, que cette femme, implicitement, que cette femme ait réussi, en fait, finalement. Eh ben, bonjour Claire et merci. Oui, effectivement, on a eu un petit problème technique tout Ouais, à l'heure. On a bonjour. parlé du nouveau système d'affiches, qu'on peut mettre en avant. Comme ça, on Ouais, peut voir de quoi on parle. maintenant c'est fait. Et C'est voilà, grâce à toi on a d'ailleurs, ça parce que mais merci en tout cas. ouais. Oui, effectivement, je l'ai codé, heu, Il y a un truc entre les qui 2 émissions. il y a une image il y a qui est sur l'affiche de cette jeune femme qui, est rasée, en fait, sur Oui, parce l'affiche. qu'elle a accepté d'être rasée d'ailleurs pour le film. Ben, ouais, ouais, en plus, c'est intéressant parce que ça rappelle ce qui s'était passé enfin intéressant, c'est dramatique en même temps, mais ce qui s'est passé à la fin de 2e guerre mondiale, par exemple en France, les femmes tondues parce qu'elles avaient couché avec des Allemands, en fait.
des officiers allemands ou des soldats allemands. Donc, les résistants, à la fin, tondaient les femmes, en fait. Et donc le fait de tondre cette femme, ce mec qui tond cette femme, en fait, quelque part, Ah moi c'est j'ai aussi l'humilier, en fait, ça m'a plus c'est, rappelé, bah, le film Alien, je sais pas s'il y avait un lien aussi, aussi peut-être. avec la prison justement, tu vois? Bah, là, il parle, il Et je dit pense que ça fait un petit écho à ça, un peu, dans l'inspiration à mon avis. je pense aussi, mais je pense aussi c'est une manière aussi d'enlever, enlever les cheveux à cette femme de manière arbitraire, c'est aussi, porter atteinte à Il ce y a une qu'elle est, tranche. en fait, en tant que personne aussi. C'est l'amoindrir. Donc du coup, alors, il justifie son truc par un discours complètement, timbré quoi, mais quelque part ça représente ça. C'est-à-dire qu'en en la tondant finalement, il exprime le fait qu'il, supporte pas sa réussite. Enfin Ou bref, il supporte pas son en tout cas, existence en fait, quelqu'un vous laissera voir mais le film, mais ouais, ouais, non globalement, après, il y a toujours, en vrai, il y a toujours une sorte de petite explication à tout ce qui se passe, je pense mais voilà. après le truc c'est Parfois complotiste, parfois ouais, pas bah, ouais, il complotiste. tombe dans un truc aussi, après, il présente des personnages, alors en fait, finalement, on peut pas vraiment avoir beaucoup d'empathie ni pour l'un ni pour l'autre, finalement. Parce que ça soit, ces 2 hommes ou elle, ça paraissent pas très sympathiques dès le départ, finalement, donc c'est un peu compliqué. On sait pas vraiment quelle position il défend dans ce film, finalement, Bah, Lantimos. oui, on sait pas clair C'est sa position, en tout mais, cas, voilà, par rapport aux autres Lantimos, bah, on reste dans quelque chose d'assez classique chez Lantimos, peut-être entre un Pauvre Créature et entre un beaucoup Kind moins of bon quand Kindness. même que Pauvre créature, je pense, qu'il y a vraiment une Oui, progression dans le il y a film. moins ce côté artistique Ouais. là, il revient un peu à des films qu'il faisait avant ce genre de film, mais Mmh. sans pour autant être aussi marquant qu'un The Lobster ou je sais pas, dans quelque chose qui a peut-être, moi je trouve ça quand même plus intéressant qu'un Kinds of Kindness qu'il avait fait précédemment, mais bon, c'est des goûts Mmh. personnels, donc c'est un peu compliqué. Et voilà, il y a ce côté un peu chez Lantimos qui reste un peu formaliste parfois. Ah très, ouais, Euh, très. Même si là, on voit qu'il y a quand même une sacrée écriture sur le scénario, donc c'est quand Mmh. même un scénario plutôt travaillé pour le coup. Bah, au niveau des échanges entre les 2, les personnes, oui, sur, lequel va emporter enfin celui qui aura plus d'ascendance sur les autres, enfin, par le jeu des mots, en fait. Bon ça c'est mais le problème c'est que dès le départ, les 5 premiers minutes, tu as compris le film, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment de surprise, je trouve. C'est ça qui m'a un peu embêté. C'est que très vite, tu comprends ce que ça va être et ce n'est qu'un et finalement tout le film est une espèce De huis clos? de développement de ça, Ouais. sans à part à la fin, bon, il y a un twist, mais que je vais pas dire bien sûr, mais et là, bien sûr, on peut pas s'en douter à la fin. On se dit: «Non, c'est pas possible», puis vraiment il y va quand même là-dedans. Moi, je trouve Ouais. pas ça très, j'ai pas trouvé ça super intéressant finalement parce Mm. que du coup ça entretient les théories de un peu débiles en fait et du coup, Ça peut, ça peut le effectivement. faire et moi je ce positionnement un peu ambigu de Lantimos me gêne un peu Ouais, tout dans à ce fait, film. mais je suis d'accord sur Ça me plusieurs gêne, points, hein. ouais. D'ailleurs, ce côté, il peut y avoir par moments des côtés exprimés qui peuvent être anti-christians, enfin, quelque chose qui sont pas forcément, dans la société dans laquelle on vit actuellement, qui sont pas forcément les bienvenus. Heu, à part si ça dépend le niveau de lecture, bien sûr, dans Mmh. lequel on les voit et le fait que, ben, Lantimos utilise l'absurde pour ça, donc on sait pas s'il s'en moque ou pas. Mmh mh. Parce qu'on peut totalement prendre ça, soit d'un point de vue, soit d'un autre Mmh. et ce qui fait que, vu qu'il y a pas de positionnement, ben, on peut vite être Bah, trop voilà, quelque après chose, à la quoi. fin, on se dit: «Ouais». Ça m'a fait penser un peu à Eddington finalement, Oui, tout à fait. qui arrivait Moi pas non aussi. plus à trouver une position, Clair, ouais. finalement qui présentait effectivement une situation un peu complexe, mais finalement, Ce qui veut dire que si tu peux il y a des gens qui peuvent trouver ça, très appuyé à charge et d'autres très appuyés, contre. Enfin, ouais, voilà. c'est difficile de Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aborder le problème de les problématiques écologiques dues à notre système, libéral forcené. Enfin, ouais, c'est ça, bah, c'est oui, quand en même tout cas, aborder dès le quoi qu'il arrive, départ. il y a une forme de critique Autour des des abeilles puissants, mais notamment, ouais. autour des Mmh. abeilles justement parce que la thématique des abeilles revient plusieurs fois dans le film Elle commence d'ailleurs, et ouais, le film commence par mais ça. d'un point de vue esthétique, c'est un élément Mmh. important du film, en fait et justement le terme bugonia, en fait, ça veut dire, ça vient d'une coutume, égyptienne, Ouais, une croyance que les abeilles peuvent naître d'un cadavre d'un bovin. d'accord, Et qu'en fait ça vient le terme c'est la bougonie. La bougonie, ce serait ressusciter les abeilles. d'accord. Voilà.
C'est un procédé, un rituel égyptien pour ressusciter les abeilles. Ah bah, j'avais pas Voilà. cette info, c'est bon à savoir. Ouais, parce que je me suis interrogé, Ouais, c'est vrai que le titre, Bourgognat, pourquoi ça venait je de sais pas là? pourquoi. Bah, parce que le thématique des abeilles et les préoccupations écologiques reviennent régulièrement dans le film, en fait. C'est ça qui débute le film, Mmh. d'ailleurs. Bon, on a déjà parlé un petit Ouais, moment on a sur le déjà film. pas mal Je parlé, pense ouais. qu'on Ouais. peut changer et passer au film suivant. Ouais. Donc film, de Rebecca Zlotowski, on passe dès à présent à Vie privée. Ah Donc, oui! Vie Mmh. privée, donc c'est, avec Jodie Foster en personnage principal. J'ai plus le nom de tous les acteurs autour, mais, Alors, Jodie Foster qui interprète le rôle principal d'une thérapeute, en d'une fait, une psychiatre psychiatre. psychanalyste, elle fait Ouais. les 2. Son ancien conjoint Daniel Auteuil qui lui est ophtalmo. Virginie Efira, une patiente. Mathieu Amalric, le mari de la patiente. Vincent Lacoste qui interprète le rôle du fils de Jodie Foster. Et on retrouve Park Ji-min qu'on avait vu récemment dans La Petite Dernière aussi et qui avait commencé Mmh. sa carrière avec Retour à Séoul de David Chou. Et moi, je l'ai vu au festival de Cannes et ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais vu en même temps, du coup, les sous-titres anglais et les Ouais. sous-titres français. Mmh. Et du coup, il y avait un truc qui m'avait marqué dans le film parce que pour moi, c'est important de dissocier, ben, psychiatrie et psychanalyse qui sont Ouais, 2 choses ouais, différentes et complètement. je vais juste me faire cet aparté-là et des fois, à l'oral, elle disait: «Je suis psychiatre» et dans les sous-titres, c'était marqué psychanalyste et enfin, c'était Ouais, super bizarre. ouais, parce qu'en fait, c'est pas du tout pareil, en fait. Donc je sais pas si c'est toujours le cas, mais effectivement, ça peut être problématique et oui, globalement, Clairement, on ouais. va retrouver aussi, dans un rôle très secondaire Irène Jacob, C'est ça, il ouais, va qui y apparaît 5 minutes, voilà hein, et voilà comme collègue de Jodie Foster, en et fait. on peut dire que c'est un film larmoyant, c'est ça? Avec une personne qui pleure, sans avec Alors Jodie Foster a un sans être problème de absente, en larmes, fait. mais je pense Ouais, que c'est visible. voilà, ouais. Non et puis que de pleurer sans que ça ait un sens particulier, en fait. Parce que le film joue là-dessus, en fait, pour un peu placer le contexte du film, c'est, la mort d'une de ses patientes. Une, psychiatre, comment dire? Part dans une espèce de théorie autour de cette mort-là et cette théorie-là va l'amener à renouer, des relations avec Mon son ex-conjoint, ex-mari et surtout, oui. retrouver des relations à peu près normales avec son fils, qui est interprété par Vincent Lacoste. Ce qui est marrant, c'est que c'est un peu, ça m'a fait penser au film de Woody Allen là, c'était quoi déjà? C'était, Meurtre mystérieux à Manhattan, où il y avait l'épouse de Woody Allen qui, à la mort d'une voisine, une voisine pense que c'est son mari qui l'a tué et du coup, elle part dans une espèce d'enquête et là aussi, Jodie Foster part dans une enquête, tout ça. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il y a quand même un sens de l'humour assez assez important, en fait, dans le film, je trouve. Aussi une bonne partie sur la culture juive aussi parce qu'il y a le moment il y a un moment sur, les rituels au niveau de comment dire? Des funérailles, tout ça et puis même elle aussi dans sa manière d'être, elle fait preuve d'un humour particulier aussi, heu parce qu'à travers, son personnage de psychiatre, quelque part, la réalisatrice essaye de parler de tout ce qui est à charge ou à décharge de la psychiatrie en termes de traitement, analytique ou pas. Parce que là, elle pratique en La l'occurrence psychanalyse. de l'analyse, en fait, elle fait une analyse. Mais, clairement, je l'ambiguïté qui est au niveau des sous-titres, je pense que c'est vraiment une psychiatre parce qu'elle fait une ordonnance. Donc, Oui, psychanalyste peut mais pas faire ordonnance, en fait. en fait, les 2 sont pas incompatibles, tu peux être psychiatre, psychanalyste en France, c'est tout Ouais, à fait bien sûr, possible. mais il y a que les psychiatres qui peuvent faire les Oui, ordonnances. Les c'est ça, les psychanalystes psychiatres peuvent pas, en sont fait. médecins, Donc, ouais, tout à c'est fait. ça la différence, c'est qu'il y a un médecin et l'autre l'est pas, en fait. C'est ça et Heu, d'ailleurs la psychanalyse n'est pas reconnue par l'État, bah, il y a en pas de gros. remboursement, Il y a je veux pas dire, de remboursé non, par mais la il y a pas de sécurité. remboursement, c'est pas une Ouais. profession reconnue, il y a pas de formation pour être psychanalyste Non, non, officiel c'est d'État. non, C'est non, c'est une forcément par un autre communauté, ouais, c'est une psychanalyste. communauté, en fait. Donc voilà et moi je vais dire aussi, Ouais, ouais, bien sûr. moi pour son fond, le film va me déranger. Mmh mh. Je sais qu'en off, on parle pas mal avec Vincent du sujet de la psychanalyse. Moi, c'est un sujet auquel j'ai vraiment pas mal de problèmes et je trouve que le film en fait une sorte de promotion, par ailleurs, qui au début, bah, il met à défaut, il dit que la psychanalyse est quelque chose de mal vu et cetera, pour finalement, que le film va dans le fait que ça renoue avec la psychanalyse et moi, c'est en termes de message, la façon dont c'est fait, que ça va me déranger.
la façon dont ça va exprimer certaines choses autour de la psychanalyse, et cetera. Mais c'est plus du fond. C'est pas forcément par rapport à la qualité intrinsèque du film. Ouais, bien Par sûr. contre, par rapport au film lui-même, Ouais. je le trouve assez classique dans son image. Mmh. Je trouve pas qu'il fasse des trucs incroyables et non plus des trucs super mauvais. Jodie Foster, ben, on passe sans cesse, on essaye. C'est là où je trouve c'est bizarre parce qu'elle parle très bien français et dans le film on essaye de lui faire de nous faire croire nous à nous spectateurs que c'est compliqué pour elle de parler français alors qu'en fait elle le fait super bien. Ouais, ouais, Enfin, elle c'est a fait très. ses études dans une école, française, en fait, à Los Angeles. Donc ouais, c'était sa mère qui était, francophile, en fait. Donc du coup, elle a été amenée à fait toute sa scolarité, une bonne partie, sa scolarité en français, en fait. C'est pour ça qu'elle parle bien français. Ouais, tout à fait. Bah, d'ailleurs, quand à chaque fois qu'elle vient en France, elle parle français, il y a pas Ouais, de ouais, problème. puis là, vraiment, elle a un petit accent, mais c'est assez puis quelquefois, elle dit, plusieurs fois le même gros mot en anglais. Par contre, ça a un peu un leitmotiv dans le film qui revient. C'est un peu embêtant. J'ai trouvé ça pas terrible, en fait. Du Ça coup, revienne, moi, le film, mais c'est quelque chose que j'ai pas, enfin, auquel j'ai pas adhéré, mais je mmh. comprends qu'il puisse plaire à deux trois personnes. Je trouve pas d'un point de vue cinématographique, par contre, c'est incroyable. Le côté larmes, c'est un peu too much, je trouve, par exemple. Bah, en fait, c'est un élément à la fois dramatique et comique, en fait, parce que c'est à ce moment-là qu'elle va partir dans son enquête, en fait, et puis, réaliser des choses sur sa vie à la mort de cette patiente, en fait. Donc du coup, c'est aussi pour dire que, bah, les thérapeutes, c'est aussi des êtres humains. C'est pas parce qu'ils, voilà, ils sont médecins qu'ils sont, à l'abri des soucis aussi, et elle aussi. Donc, comme ses patients, elle s'interroge, elle a des baisses d'humeur, elle a des questionnements, elle est humaine tout simplement. Ça, c'est plutôt intéressant parce que les médecins généralement au cinéma, on les voit pas en tant que personne en fait. Là, du coup, on a vraiment la personne aussi derrière le thérapeute qui se remet en cause aussi. Enfin, elle est pas sûre de son fait aussi parce que voilà, l'analyse, pratiquée par un psychiatre, c'est pas comme, l'analyse pratiquée par un psychanalyste. C'est-à-dire comme elle est médecin, elle a une autre, approche des choses en fait, plus thérapeutique, on va dire. Après, moi, j'aime bien le personnage de Daniel Auteuil qui ouais, on va dire, qui va remplacer Woody Allen dans le film, Meurtre mystérieux à Manhattan. Enfin, c'est, l'ancien conjoint, comme Woody Allen était le conjoint de Diane Keaton, qui aussi fait cette enquête aussi sur son voisin, pensant qu'il est meurtrier. Moi, j'aime bien parce que, par rapport à d'autres films, sur le sujet, ça jongle avec plein de thématiques, en fait. On n'est pas forcément totalement dans le drame, on n'est pas totalement dans la comédie non plus. Je pense pas que le sujet soit de parler de la psychanalyse ou l'analyse, c'est pas vraiment le sujet du film, en fait. C'est juste un élément du film. Je pense ce qui est plus intéressant, c'est peut-être elle, en tant que femme, en fait, finalement, elle va s'interroger à partir de cette mort-là, c'est tout, sur elle, sur sa vie, puis voilà, enfin, sa relation avec son fils, tout ça. Il y a une belle séquence quand même visuellement où elle va voir comment dire? Quelqu'un qui pratique l'hypnose. Il y a une séquence où elle glisse dans son inconscient plus ou moins, enfin, et du coup, il y a quelque chose qui est assez amusant à ce moment-là et assez fort visuellement. Bah, Moi moi, je c'est sur ces Ouais, scènes-là que j'ai plus de mal parce non, que non. ça a tendance à rendre un peu ésotérique l'hypnose et auquel et et d'ailleurs, pas mal de d'hypnotiseurs Ouais. profitent parfois un peu de ça pour créer un peu une sorte de climat ésotérique alors que l'hypnose a plutôt des fondements, hein. C'est pas quelque chose qui c'est pas c'est reconnu l'hypnose, c'est pas une pseudo-science et l'hypnose, on a tendance des fois la faire dériver vers, de l'inconscient et cetera et non, en fait, le fait d'être, Mmh. sous hypnose n'est pas lié à être inconscient du tout. C'est vraiment D'accord. pas ça, dans l'hypnose. Mmh. C'est un peu particulier. J'invite à regarder d'ailleurs sur les gens qui s'intéressent à l'hypnose, quelqu'un qui est allé plus loin, qui allait creuser pas mal sur le D'accord. sujet, Mmh. sur la partie scientifique et cetera de l'hypnose, comment on en parle et par exemple, il y a Clément Fraisse qui lui, est mentaliste dans la vie et qui pratique l'hypnose à la fois surtout l'hypnose de spectacle, lui, pour le coup et ben, il rentre dans le détail de comment fonctionne l'hypnose dans une série de quelques vidéos récentes et je trouve que c'est intéressant d'aller regarder un peu, sur ce sujet. Ouais, Voilà, bah, bref, c'était pour l'hypnose était pratiquée par les psychiatres aussi longtemps en fait, et ça l'est encore c'est pour possible, certains en c'est pas fait, impossible. puisque et voilà, après au début du siècle, ils pratiquaient aussi beaucoup l'hypnose pour, résoudre les problèmes de santé des patients. Voilà, bon après il y a plein de thématiques de genre qui sont abordées, mais c'est pas le en fait, c'est surtout la personnalité c'est elle en fait, sa personnalité qui est travaillée dans le film en fait.
Après, comment on montre ou pas, l'analyse, la psychiatrie au cinéma, bon, ça prête toujours un peu à comment dire? À caricature, ce genre de choses. Je pense que le cinéma est assez mal à l'aise avec ces thématiques-là. Il a plutôt tendance à tomber sur des images, de personnes dans le fauteuil, allongées, tout ça. Bon, OK, c'est un peu des clichés qu'on a dans la culture populaire, en fait. Mais, la réalité, elle est beaucoup plus compliquée, en fait. C'est des liens qui vont se faire entre le praticien et les patients et ça appartient à eux et donc c'est difficile de montrer ça à l'écran. Ce qui est plus intéressant, c'est de la voir elle, en fait, face à face à des patients qui sont un peu qui s'imaginent qu'en pratiquant, en faisant une thérapie, ils vont résoudre tous leurs problèmes. C'est plus compliqué que ça, en fait. Que le thérapeute, il a une réponse à leurs problèmes, bah, non, pas forcément. C'est souvent, la guérison ou même, des patients, elle est liée aux patients eux-mêmes en grande partie, hein. Les thérapeutes, tout ça, c'est juste des accompagnants, en fait, hein. Bah, d'ailleurs, sur la réflexion sur tout le domaine de la psychologie, psychiatrie, psychanalyse, psychothérapeute, et cetera, il y a aussi, une chaîne qui essaye de pas mal parler, ben, de tous les états, notamment autour de la science sur ça et qui sont intéressants, qui s'appelle Psychoquack, pardon. Ah, Donc ça prend le nom d'un Pokémon, mais c'est pas écrit non, comme non, mais le nom d'un Pokémon, c'est c'est marrant. pas une mauvaise idée, c'est pas Et vraiment et du coup, lui, il est praticien, il est psychologue, psychothérapeute, d'accord. il va pas mal se renseigner sur les papiers et il essaie de donner accès à ce qu'on sait de la psychologie. Mmh. Et parce que c'est complexe, la psychologie, parce qu'il y a un état de la psychologie, c'est quand même une science assez récente. Et du coup, il renseigne sur ça et je trouve que c'est intéressant d'aller regarder un peu ce qu'il fait. Voilà. Par ailleurs. Bah, en tout cas, ce film, c'est peut-être une porte sur tous ces aspects-là, en fait, dont on a parlé. Heu, le titre «Vie privée», moi, ça m'a fait penser un peu, aussi aussi le personnage de James Stewart dans Fenêtre sur cour finalement qui alitait et pendant sa convalescence, en regardant, dans la cour justement, une cour qui, par les vis-à-vis en fait entre les appartements, bah, donne accès à la vie privée de tout le monde dans la cour en fait et donc lui, il voit en face il pense que, un homme a tué une femme donc on est aussi dans ce même genre thématique, on retrouve aussi dans Vie privée. Donc, bon, c'est un film qui va parler forcément aux cinéphiles, ça c'est sûr, parce qu'il y a plein d'éléments. Il y a plusieurs fois des séquences d'escalier, je trouvais ça assez intéressant d'ailleurs. Est-ce qu'elle est en bas ou est-ce qu'elle est en haut d'escalier, quand elle regarde vers le haut en fait, l'escalier étant un peu comment dire? Une métaphore de comment dire? Des mécanismes infernals de la pensée en fait. Une pensée qui tourne en rond, peut-être aussi une image de ça, en fait, d'une rumination, en fait. Parce qu'il y a plusieurs, moments dans le film, que ça soit les patients ou même elle, elle tourne en rond dans ses propres théories. Elle s'imagine aussi que c'est le mari qui a tué sa patiente, c'est son mari, en fait. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, c'est vraiment, moi, je trouve ça intéressant et finalement difficile à expliquer comme ça. Il y a différentes portes dans le film. Après, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais je trouvais ça bien de voir Jodie Foster dans un rôle, en français, en fait, moi, je trouvais ça bien. En tout cas, oui, bah, elle Mais, arrive à jouer le rôle, c'est ouais, pas ouais, et puis le ça problème. fonctionne bien, je trouve, ça fonctionne bien, je veux dire, il y a eu un petit couac, ça va, tout va bien. Non, et Bon, on a eu un autre écran qui a clignoté, mais tout va bien. ouais. Non, mais j'ai pas grand-chose de plus Non, à dire non, sur non, le non film au plus, hein. final. Mmh. Est-ce qu'on passerait pas au film suivant, donc l'intermédiaire? C'est l'intermédiaire, oui. Toi, tu as eu du mal avec ce film, d'après ce que Oui, tu m'as oui, dit? alors l'intermédiaire pour dire un peu, c'est, une jeune femme qui a trouvé des documents un peu compromettants dans son entreprise. Elle a peur, que ces documents la mettent, enfin, fassent en sorte qu'elle devienne la en fait, elle veut retrouver sa vie d'avant, elle veut pas passer comme, personnage médiatique, Comme lanceur comme d'alerte, tu lanceur veux dire? d'alerte, Ouais, ouais. voilà. Mmh. Et donc, elle fait appel à d'abord un avocat qui va l'orienter vers un intermédiaire. Donc L'intermédiaire d'où ou le un titre intermédiaire. fixeur ou un accompagneur pour justement, elle veut au départ, elle avait l'intention de dénoncer, sa boîte parce que sa boîte utilisait des produits qui étaient dangereux pour la santé publique, en fait. Et ils essayaient justement de camoufler cette situation-là. Donc du coup, elle se fait virer, mais elle prend les comment dire? Les documents compromettants. Au début, elle veut dénoncer, puis finalement, elle veut jeter l'éponge parce que, effectivement, sa boîte, ils ont les moyens financiers et ils essayent de l'intimider, tout ça. Donc du coup, elle fait appel à cet intermédiaire pour justement restituer les dossiers et qu'on la laisse tranquille, tout simplement.
Et donc, ben, voilà, on va avoir, le film, qui dans sa première partie, ben, met fait sa mise en place et je trouve que c'est assez efficace sur ça. Ouais, ouais, ça par contre, c'est efficace, ouais. Par contre, le film, je trouve qu'à passer peut-être sa première demi-heure, Ouais. il a tendance, je trouve, à beaucoup patiner, à vraiment rentrer dans un schéma pas mal répétitif, avec ben, comment on va communiquer l'intermédiaire avec elle, etc. Je trouve que l'histoire a vraiment du mal à avancer, que c'est un peu brouillon. Mmh. Et dans la Mmh, dernière je vois. partie, ça devient presque un peu, je vais utiliser le terme, hein, grossier entre guillemets par moment, sur sa conclusion notamment, sans vouloir dire trop de choses parce que bah, vous verrez en voyant le Mmh. film. Et ce qui fait que moi, ben, globalement, j'ai trouvé que il y avait un côté un peu plus téléfilm ou film un peu fauché par rapport à ce que je pensais voir, tu vois. Le film je trouve qu'il fait vraiment très téléfilm, on va dire, dans ma Ouais, vision. ouais. Moi, je l'ai trouvé comme Ben, ça, ouais, globalement. moi, j'ai plutôt bien accroché au film, en fait, notamment dans l'utilisation par le l'accompagneur d'espèces parce qu'en fait, ils communiquent entre eux par une boîte de comment dire? Enfin, une centrale téléphonique qui s'appelle Relay, en fait, qui est une centrale téléphonique utilisée D'ailleurs, c'est le titre. par les sourds, Mmh. en fait. C'est le titre du film en Ouais. anglais, d'ailleurs, Relay. Donc ils passent par l'intermédiaire de personnes qui vont restituer à l'oral leur conversation à une autre personne, en fait. Donc c'est généralement une plateforme téléphonique utilisée par les sourds parce qu'en fait, ils ont une espèce de machine où ils posent le portable dessus et du coup, ils envoient à l'écrit, sur le portable, les messages qu'ils veulent, faire passer à leur intermédiaire. Heu, Ils l'envoient à l'écrit et une personne au milieu, enfin, c'est-à-dire cette chaîne, téléphonique restitue à l'autre personne ce qui est écrit, en fait. Ben, en fait, moi, je sais Mais, pas, moi je trouvais que c'était un élément dramatique assez intéressant, moi. je trouve ça aussi Ouais, intéressant. mais, Par contre, je trouve qu'il est pas, enfin, il est surexploité dans le film, je trouve. mmh, Pour moi, avec la première scène dont on voit, ben, cet instrument utilisé, mmh, on a globalement compris le principe, mais cet élément est beaucoup remis, mais pas forcément pour faire avancer l'histoire. C'était ça qui m'a vraiment gêné, moi, dans d'accord. le film. Bah, en fait, c'était aussi, heu, c'est un peu un film d'espionnage aussi quelque part. Parce que cet accompagneur, c'est quelqu'un qui agit dans l'ombre en fait. On connaît pas vraiment son identité, on la découvre au fur et à mesure du film. C'est-à-dire que c'est un ancien alcoolique, enfin, voilà, il a pas vraiment de lien social assez important. Il a que des liens à travers ses affaires qu'il gère en fait entre des comment dire? Des victimes et des oppresseurs pour schématiser le truc. Et en fait, on apprend aussi à travers lui, on parle aussi à travers lui de la solitude dans la ville, en fait, aussi. La solitude parce que c'est un fils d'immigré, en fait, qui a souffert après les comment dire? Le 11 septembre 2001 aussi de recrudescence du racisme aux États-Unis. Parce que lui étant de comment dire? D'origine arabe, en fait, il a souffert de ça. Il Il en s'est fait un parle peu stigmatiser? Ouais, Mmh. il en parle à un moment donné, donc le film traite aussi de ce sujet-là aussi, de la solitude dans les villes aussi, heu, des liens compliqués à faire aussi parce qu'il faut passer par des comment dire? Des plateformes téléphoniques, tout ça. Enfin, c'est compliqué finalement d'échanger, de régler certaines affaires, c'est tout un labyrinthe. On voit aussi quand même, c'est inté on retrouve des thématiques qu'il y a aussi dans le film Bugonia, en fait, parce que, dans ce film-là aussi, l'intermédiaire, on parle de ces entreprises qui n'ont aucune morale, en fait, qui sont prêtes à tout pour se faire de l'argent et peu importe si, les produits utilisés ou les produits qu'ils produisent, enfin, se détruisent la planète voilà, ou portent atteinte à l'intégrité écologique de la planète. Ça, et là, la thématique est quand même bien abordée aussi. Je veux Mmh. dire, c'est une thématique qui revient, en fait. En fait, tu vois, moi, les Mmh. films que ça me fait écho, je trouve que ce film ne leur rend pas vraiment hommage. Mais bon, je vais te dire un peu lequel c'est. C'est Ah! notamment le film de Michael Mann sur l'histoire du tabac, Ah dont oui, j'ai là, perdu le nom. c'est encore autre chose, c'est encore Voilà. autre chose. Ouais, je Et je comprends. trouve que en ayant vu ça il y Des a lobbies, en quelques fait, ouais. semaines plus Ouais, tôt je comprends. et en voyant ce Ah, c'est film-là, plus je trouve qu'il efficace, y a ouais. un grand écart vraiment immense et que je vois toutes les actions manquées finalement Mouais, de je ce film, comprends. tu vois? Ouais, tu Heu veux dire que, ouais, c'est peut-être, ce côté justement de ces boîtes, qui ont, financières extrêmement omnipotentes, en fait.
Ouais, peut-être que c'est peut-être mieux montré dans Révélation. De Révélation, merci. Là, c'est très là, c'est un peu en hors champ, à part que ce pouvoir, il s'exprime, en fait, cette omnipotence de ces boîtes-là, de ces entreprises-là corrompues, finalement, elle est montrée à travers cette équipe de barbouzes, là, qui se qui ils utilisent une équipe de mercenaires, ils payent des mercenaires, en fait, pour, heu, pour coincer, justement, les personnes qui veulent les dénoncer, en fait, et donc des mercenaires qui sont prêts à se faire passer pour des policiers, à mentir, enfin à utiliser n'importe quelle méthode en fait d'écoute, enfin tout ça pour arriver à leur fin, c'est-à-dire à éliminer les lanceurs d'alerte ou, les gens qui veulent dénoncer les actes de corruption. Non, non, mais c'est pas un grand film, mais je trouve pas ça inintéressant parce qu'il y a plein de petites thématiques abordées dans le film aussi hem, en dehors de l'histoire générale, je veux dire. Et il y a quand même un twist, on va pas raconter, mais et du coup, on se doute pas, de ce qui va se passer quand même, à aucun moment, en fait. Et progressivement, il y a quand même un twist et du coup, qui alimente un peu qui, heu, qui alimente un peu la trame du film, en fait. Qui fait que, voilà, que ça devient aussi intéressant quelque part. Moi, je trouve ça j'ai trouvé le film intéressant parce que finalement, ça aborde des sujets actuels, ça aborde aussi des problématiques américaines, liées, au 11 septembre 2001, des recrudescences de racisme, de haine dans la société. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est sûr, hein. Bah, voilà, moi, c'est surtout en termes Voilà, de voilà. fi en tant que film, en termes Ouais, ouais, après de cinéma. la Mmh. manière de faire. Mais moi, j'aime bien ce personnage finalement, qui est très discret, c'est un compagneur et puis progressivement on apprend à le découvrir aussi. Il apprend aussi à sortir de sa solitude aussi Mais pendant le c'est film, surtout par que c'est exemple. pas lui le personnage principal pendant Non, quasiment tout le film, quoi. C'est enfin bref, voilà, c'est bah, surtout la fille, le personnage ouais, mais principal. en fait, Mmh. très vite, il y a un équilibre Ouais, il qui y a se au fait bout d'un entre les moment, 2 il y a films. quelque chose qui se Bon, passe, bah, après, mais bon. voilà. On passe au film Ouais, suivant? ouais. Donc, film suivant, donc c'est Silver Star. Donc Silver Star, c'est un film, de Ruben Amar et Lola, c'est C'est ça? exact, ouais, c'est des, ré c'est des enfin, je Et que je sais n'ai que pas je me vu. suis renseigné, en fait, sur, Lola Bessis. C'est une actrice qui en est à son deuxième film, en fait. En fait, c'est 2 réalisateurs, réalisatrices, français, en fait, qui font un film qui ressemble beaucoup à un film indépendant américain, finalement. Parce que bon, la langue, c'est produit par des Américains, je pense. En tout cas, c'est en langue américaine et ça se passe aux États-Unis et c'est réalisé par 2 Français. C'est assez intéressant d'ailleurs et ça va mettre en scène justement 2 personnages féminins, l'un interprété par Grace Van Dien et l'autre par Troy Leigh Ann Johnson. 2 personnages féminins, l'une Franny, l'autre Billy en fait, qui sont un peu, qui représentent un peu cette Amérique, des laissés pour compte ou en tout cas, une Amérique, l'envers du rêve américain, c'est-à-dire, Franny, elle s'investit dans des enfin, elle essaye de retrouver une identité, à travers des reconstitutions historiques de batailles de la guerre de Sécession. Et Billy, c'est une jeune, femme enceinte qui essaie de s'en sortir, seule parce que, elle a été un peu victime comment dire? D'un homme un peu, comment on va dire? Un peu absent ou en tout cas maltraitant, elle a choisi de se barrer. Donc c'est un peu 2 femmes qui essayent de s'en sortir dans un monde où les hommes sont assez maltraitants, dans un monde qui, qui est plutôt du côté des riches, on va dire. Et autre chose intéressante, le début du film est assez intéressant parce qu'on commence, on a l'impression que ça va être un western parce qu'on voit des scènes, c'est filmé, on voit une scène, de la guerre de Sécession, on voit des soldats, de la guerre de Sécession à l'écran et on se dit: «Bah, ça va être un western» et en fait, le film commence par justement un événement auquel participe, Franny, c'est-à-dire une reconstitution d'une bataille de la guerre de Sécession. Alors pourquoi le titre Silver Star? Parce que Silver Star déjà c'est une médaille, militaire décernée à des soldats, qui ont fait preuve de bravoure au combat en fait, qui ont bien défendu l'Amérique en fait, en période de guerre et et en fait Silver Star c'est aussi la médaille qu'a eu le père de Franny,
parce que son père a longtemps combattu dans l'armée, en fait, pendant une trentaine d'années. Il en parle au début du film et en même temps, derrière cette Silver Star, il y a aussi l'envers du décor, c'est-à-dire que, ben, son père est tombé malade par la suite, enfin, il a eu des conséquences, en fait. C'est-à-dire, c'est aussi parler des États-Unis qui héroïsent, comment dire? Ces soldats, en fait, ou qui héroïsent facilement, en fait, pour les États-Unis à travers ces théorisations, qui masquent derrière tout ça, un comment dire? Une Amérique marquée par la violence quand même, par la pauvreté, par, un envers du décor où il y a beaucoup de rejet, en fait. C'est-à-dire que Franny, c'est une elle est noire, en fait, et son père, certainement dans l'armée, comme ça a été beaucoup le cas pour la communauté noire pendant une époque, s'est battu, sous les drapeaux américains pour avoir, arriver à avoir une place dans la société. Et Franny, elle essaye aussi de trouver cette place. Alors elle participe à ces reconstitutions parce qu'aux États-Unis, toutes ces reconstitutions militaires, c'est très fréquent. Ils pratiquent énormément ça, en fait. C'est pour les Américains, c'est une manière de valoriser l'identité nationale. Ils le font aussi pour des batailles de la Seconde Guerre mondiale, et ils le font beaucoup autour de la guerre de Sécession parce que c'est vraiment comment dire? Une partie de l'histoire américaine importante. Une guerre fratricide vraiment extrêmement grave qui a coûté la vie, je crois, à 750 000 soldats, ce qui à l'époque était énorme, en fait. Pour situer, c'était entre 1860 et 65, la guerre de Sécession, et du coup, c'est un élément aussi, important de l'histoire américaine, et chaque fois, je pense cette coutume aussi, c'est pour, Franny, c'est une manière aussi de retrouver une place dans cette société parce qu'elle-même, elle a été victime de violences policières, enfin, et donc elle participe à ça, ça lui fait du bien, et il y a un concours de circonstances qui va faire que, elle va rencontrer la deuxième femme du film, Billy, et que toutes les 2 elles vont se lancer dans un espèce de road movie, en fait, pour finalement arriver à trouver leur place dans cette société et arriver à s'épanouir. Donc on les suit un peu, et la force du film, c'est de filmer vraiment, heu caméra à l'épaule, on est très près des personnages, un peu comme dans les films de Cassavetes d'ailleurs. Donc on est au plus près d'eux. C'est en cela aussi, ça ressemble beaucoup à un film indépendant américain aussi. Heu, Moi je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que, de voir, de traiter aussi de ce qu'est l'Amérique aussi. D'un côté, il y a cette espèce de rêve américain, représenté par cette Silver Star, en fait, ce côté, cette médaille qui a son revers, en fait, finalement, et le revers, c'est la précarité, c'est, le rejet social, c'est la violence, aux États-Unis qui est quand même importante, la violence raciale aussi. Bah, moi je trouve ça intéressant. Comment dire? Invite? Je vous invite à aller voir le film, ouais, parce que bon, il est pas super bien distribué. Moi, j'ai réussi à le voir à UGC, enfin, en tout cas sur Lyon, à la Cité internationale. Heu, le truc intéressant dans le film, c'est à un moment, on a une chanson qui me tient particulièrement à cœur. C'est d'un auteur-compositeur des années 60 qui s'appelait, Jackson C. Frank. Une chanson qui s'appelle «Milk and Honey», en fait, et j'aime bien cette chanson parce que, c'est une période aussi où par la suite, il y a eu aussi, Jackson C. Frank était ami avec Paul Simon, et du coup, c'est cette période où il y a Mmh. tous ces écrivains, en fait, période aussi de Bob Dylan, tout ça, qui ont écrit des chansons blues, liées au grass au bluegrass aussi, enfin, au gospel ou à la musique noire, et des chansons assez engagées, qui remettaient en cause un peu ce modèle américain, et donc ça, je trouvais ça bien. Donc c'est un film qui est assez complexe finalement. Moi j'ai un peu parlé, j'ai peut-être traité moi j'ai traité différents trucs dans mon exposé, mais moi, je trouve ça assez intéressant. Bon, la fin paraît peut-être être un peu convenue, mais moi, il y a une grande beauté, derrière ce film-là. Il y a une grande beauté à travers ces 2 femmes, finalement, qui, au début, sont finalement, ont pas du tout le même caractère aussi. Heu, il y a un truc aussi assez amusant, j'ai trouvé, c'est la Silver Star, en fait, qui est une médaille qu'on accroche ici. C'est aussi une petite, comment dire?
une petite, comment dire? Un truc cosmétique, une petite étoile cosmétique que Billy se pose sur son ventre, une petite étoile en plastique qu'elle colle en fait sur son ventre de femme enceinte en fait pour le faire briller en fait. Donc il y a ce côté-là, il y a le côté, il y a le côté, il y a le côté, merveilleux et toc du rêve américain aussi. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi, qui est traité dans le film, voilà. Eh bien, merci, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu le film. Et ben, moi, je propose qu'on aille parler du suivant. Ouais, Donc, le suivant, alors, c'est un film qui est techniquement sorti il y a un petit moment déjà, qui s'appelle Le Dernier Compromis, mais c'est un documentaire, que toi tu as vu en fait? que moi j'ai Ouais. vu, mais au Zola, en fait, il se trouve que le film, j'ai pas vu s'il était passé dans un autre cinéma, je crois pas. Je crois que c'était vraiment, la 1re sortie du J'en avais documentaire pas à entendu Lyon. parler moi honnêtement, Et mais oui, le film est assez discret, voilà, comme pas mal de documentaires, malheureusement, qui ont d parfois du mal à trouver les salles. ouais, c'est pas ouais, les gens ils vont pas forcément, voir Voilà. au cinéma, Et donc de pas quoi parle forcément. le film? Le film, en fait, parle, de la CFDT, et en l'occurrence de Laurent Berger, qui était à sa, qui était à sa tête, vers la période de la réforme des retraites, Mmh. les manifestations, entre autres, et cetera. Mmh. Et il va suivre, en fait, tout ce qui se passe avant qu'il quitte, sa place à la CFDT. Donc, ce qui est intéressant parce que quand même, faut quand même replacer, c'est qu'en 2023, il y a eu des grèves qui en France, contre la réforme des retraites qui ont été assez fortes. En fait, il s'agit des plus gros mouvements de grève depuis pas mal d'années. Je sais plus les précédentes, mais c'était potentiellement avant les années 2000 même, Dans les grèves? sur des grèves Ou les aussi mouvements fortes sociaux, en bah, il y avait termes les de. gilets jaunes notamment en fait. Ouais, mais les gilets jaunes n'avaient pas ramené autant de monde dans une même manif que ce qui a été fait sur les retraites. On a vu une C'est pas tout à montée. fait pareil en fait, ouais, c'est vrai. Mais, Dans les les gilets gilets jaunes, jaunes, c'est sur la durée en fait, les hein. gilets jaunes, c'était sur la durée et surtout qu'il y avait pas l'appui, des syndicats, alors que là, la réforme des retraites, c'était quand même encadré par les syndicats, ce qui change un peu la donne aussi. C'est-à-dire que c'est un mouvement, qui a été soutenu, D'accord, ouais. et ça change beaucoup. Moi, en tout cas, pour dire, j'ai été, hein, dans ces manifestations-là, donc je vois bien aussi un peu, j'ai bien ce point de vue-là aussi. Effectivement, on avait une intersyndicale. Donc en fait, une intersyndicale, c'est quand on a plusieurs syndicats. Donc en l'occurrence, les plus gros syndicats de France étaient présents, c'est-à-dire, la CFDT, la CGT, qui sont les 2 plus gros, Mmh. et ben, tout un tas d'autres syndicats. À partir du moment où l'intersyndicale est en accord, ça promet, généralement des gros mouvements. Donc il y a eu des gros mouvements contre cette réforme-là. Cette réforme-là, ben, on se souviendra de son passage parce Mmh. que Elisabeth Borne, qui était, Première ministre à ce moment-là, a annoncé le 49-3. Donc, on peut retrouver ces moments-là. Donc ça veut dire que la loi est passée, sans Non, finalement non, tenir ouais. compte du débat parlementaire. On est passé d'une retraite de 62 à 64 ans. En gros. Et c'était contre ça, un des Et points, le en tout documentaire, cas. il parle de ça ou Et c'est, le documentaire, il va parler, ben, de tout ce passage-là avec, Laurent Berger, et le fait qu'en même temps, ils prennent une position au sein du syndicat qui finalement est médiatique. C'est-à-dire, il va parler de Laurent Berger sur ses passages en plateau, et cetera. Mmh mh. Le fait que lui, il prenne une position médiatique et comment c'est vu aussi dans la CFDT. Qu'ils prennent une certaine position médiatique parce que le but d'un syndicat, c'est pas d'agir politiquement à la base. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est le point de vue de la CFDT, de pas agir politiquement et du coup, ils devraient pas avoir non plus quelqu'un qui soit, autant en âme sur le devant, mais en même temps, ils avaient pas le choix à ce moment-là que d'avoir quelqu'un qui s'exprime au nom de la CFDT. Ouais, ils ont utilisé son charisme en fait, Bah, en plus, j'imagine. en fait, ça, c'est comme dans n'importe quel, mouvement où il y a un interlocuteur privilégié, il y en a dans à peu près tout et là, en l'occurrence, à la CFDT, à ce moment-là, c'était Laurent Berger qui passait sur les plateaux Mmh. et qui défendait, entre autres, le fait comme tous les autres syndicats, la CGT y compris, et cetera, sur le fait qui amenait à la grève pour Mmh. justement qu'on Mais est-ce que tu, que ça arrive tu veux pas, dire et en que même temps qu'il parlait mmh, de ses liens avec le gouvernement, et cetera. tu veux dire que ça peut avoir aussi d'utiliser qu'une seule période, ça peut aussi réduire, le propos en fait?
C'est-à-dire qu'il y a qu'une personne qui représente et du coup tous les avis sont pas Ç forcément bien ç représentés, en ça, fait. c'était un peu ce qu'essayait Ouais, de dire le film dans son message. exactement. Moi, j'ai trouvé que le message était un peu lissé enfin, pour moi, dans le film, on se concentrait beaucoup sur, bah, ce personnage-là, Mmh. mais je trouvais que ça manquait un peu de profondeur de background de la CFDT et cetera. Heu et du coup, on avait l'impression surtout de suivre quelqu'un qui était en fonction et qui allait et comme on voit dans le film, des passages où il va faire du baby-foot et tout. Mais finalement, est-ce que, je trouvais que le film a beaucoup d'impact? Pas tant que ça, finalement. Je trouve il est assez, enfin, assez en surface, finalement et il montre, bah, que ce qu'on sait tous globalement, c'est que la réforme est passée quand même. Que eux, la CFDT voit quand même le fait que les mouvements ont globalement une victoire, dans le sens où il y a ça a ramené énormément de monde, Mmh. mais en même temps, ça montre, aussi le problème qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, oui, il y a eu quelque chose d'historique en termes de nombre de personnes, mais en même temps, bah, il y a pas eu la réforme est quand même passée. Ça a pas changé grand-chose, en fait. Ce qui démontre quand même Mmh. un problème de rapport entre le peuple et son gouvernement. En tout cas, c'est ce qu'essaye de mettre aussi le Un film, problème de en amont démocratie, ouais. Mmh. et en tout cas, c'est ça qu'essaye de dire le film. Alors sans vouloir rentrer dans le détail, parce qu'on n'est pas dans une chaîne non plus d'analyse politique ou quoi que ce soit et Bah, on c'est n'est un pas sur la bonne documentaire en plateforme même pour temps, ça donc ça et parle voilà, le des documentaire est événements, dessus et en tout cas, il parle de ça. Moi, j'ai trouvé en termes de documentaire que, ouais, ça parle vu qu'il est centré sur la CFDT, moi, je trouvais pas que c'était la CFDT qui, à cette époque-là, était, le plus le présent, ouais. plus, le plus en avant, même s'ils ont Ouais. fortement aidé vu qu'ils étaient dans Bah, l'intersyndicale. Parce que moi, j'ai plus entendu, à cette époque-là, la CGT, que la CFDT. peut-être qu'il parle de la Donc personnification de ce genre de oui, ce truc, qui est un sujet intéressant en background, mais qui est un problème aussi quelque part, je trouve qu'il le lisse un peu dans le film, tu vois? Il pourrait avoir pris un peu plus il pourrait avoir fait le choix dans les séquences choisies, de mettre plus le doigt dessus. Ils mettent un peu le doigt dessus, mais ça reste, tu Mmh. vois, très classique, on le voit discuter de tout et rien, des fois, dans des phases de voiture et tout, enfin, le film sélectionne pas forcément tous ces moments, il laisse beaucoup de respiration par moment qui sont pas forcément, nécessaires, je Bah, le pense. truc, c'est je sais pas si, le film, le documentaire, des fois, il y a des documentaires qui sont pas que dans le fait de montrer, ils sont dans la manière de montrer les choses. Parce que là, c'est la manière particulière où c'est juste, En fait, filmer et basta, quoi. vu qu'il veut montrer il est vu qu'il va quitter, son poste et qu'en même temps, bah, il doit gérer quelque chose d'assez fort dans le pays. Mmh. Hem, Bah et du coup, il choisit de montrer des fois des choses que je trouve qui sont ni en cohérence l'un avec l'autre. C'est-à-dire des moments, où qui sont intéressants, hein, de mettre quelques moments Mmh comme mh. ça dans des documentaires, mais des fois quand on met trop de respiration, bah, on passe un peu à côté, je trouve, Je de comprends, l'impact ouais. du sujet, ce qui fait que le film est assez discret, par rapport à ce qu'il aurait pu être. Et après oui, il y a eu quelques interventions, dans la salle, Mmh. en amont de la séance et après, heu, immédiatement après, pour, ben, soit être dans la critique ou pas de la CFDT, ce qui était intéressant. Moi, j'ai quitté un peu, ce moment-là assez tôt, mais À la fin du film, ouais, il y a un ouais, débat, quoi. ouais, mais D'accord. du coup, moi, j'ai quitté assez tôt et du coup, voilà, enfin bref, j'ai pas trouvé enfin par rapport à moi, ce que j'ai vécu pendant cette Mmh. période-là et par rapport à ce que montre le documentaire, je me dis: «Bon, est-ce qu'il est vraiment intéressant à voir ou pas? Je sais pas», Ouais, dans la mesure où tu avais dans me participé, toi, ouais. dans la mesure où bah, peut-être, mais peut-être que je suis biaisé aussi pour ça. Mais par contre, je trouve pas que, il donne plus d'infos que ce qu'on a déjà, quoi. Globalement, on a déjà pas mal de choses qui ont été relayées, ben, par des journaux et cetera, à l'époque, sur le sujet et encore maintenant, ben, hem, peut-être qu'on va en avoir encore de nouveaux parce que Mmh. là, actuellement, ce qui sort au cinéma, c'est plutôt des trucs, proches des gilets jaunes, pas encore trop sur les retraites, mais c'est pas, impossible que ça arrive, Peut-être pas assez de prochainement. distance encore. Peut-être, mais en tout cas, clairement, on sent que, il y a un climat, qui est un peu compliqué vis-à-vis, ben, de toutes les initiatives et là, peut-être le seul message intéressant peut-être à garder sur les syndicats, c'est que à la base, les syndicats, ils sont là pour protéger, ben, les droits des Mmh. travailleurs, hem et le fait qu'il y a un problème d'écoute vis-à-vis du gouvernement d'un pays, c'est quelque chose
qui peut poser problème Mmh. et peut-être si aussi ça a ce message-là, c'est peut-être intéressant. Ouais, de parler des blocages, en fait. Voilà. Donc, bref, voilà, c'était juste pour parler rapidement de ce film qui, je sais pas si c'était une séance unique, donc je sais pas si c'est facile de voir à nouveau. Mais en tout cas, voilà, je l'ai vu et voilà ce que j'en pense. On peut passer maintenant peut-être au film suivant? Ouais, Donc on va passer à Running Man que tu as rattrapé? j'ai rattrapé, ouais. Il y avait pas le aussi le témoignage de j'avais vu cette semaine? J'avais cru que tu avais mis ça dans la ligne. Il y avait un autre pas une autre sortie, mais bon, peut-être que je me trompe, mais la vie de un nom arabe, en fait. Non, je l'ai pas vu, Ah OK. Ah, je pensais que tu l'avais vu, OK, très bien. il y a une autre il y avait une autre, Il y a avant-première, j'ai pas vu. une autre sortie, ouais, bon, ça sera pour la semaine Oui, oui, prochaine. sorti, tout à fait. Donc moi, là, je suis, sur Running Man, en fait, d'après le roman du même nom de Stephen King. Donc Stephen King qui fait deux Ouais, trois trucs, hein, et c'est un petit auteur pas très connu, c'est ça? ouais, qui est producteur d'ailleurs. Ah oui, Ouais, producteur? je crois qu'il a produit Non, comme le film qui a été, aussi, d'après une nouvelle, c'était Marche ou crève qui était Marche ou sorti crève dans qui la était aussi ouais, produit par lui, OK. ouais, Et ben, oui, du coup, c'est toi qui l'as rattrapé, donc on en avait c'est déjà ça. parlé 2 fois, je crois, dans l'émission. Une fois. Ou C'était la semaine dernière, il a sorti. ah, c'était une fois? OK, Ouais, bon, bah, une fois. c'était la semaine dernière la sortie et en fait, on retrouve le personnage de Glenn Powell, Ben Richards, Josh Brolin, Dan Killian qui interprète un peu ce magnat de la presse qui dirige une émission de télé-réalité, on va dire. Cette émission de télé-réalité qui s'appelle The Running Man et on retrouve Michael Cera dans le rôle de Elton Parakis, qui avait joué un rôle principal dans Scott Pilgrim, je crois que c'était lui qui était le personnage principal de Scott Pilgrim. Aussi réalisé par Edgar C'est Wright. ça, ouais, c'est ça, ouais. Intéressant, à la jeunesse quand même de ce film, en fait, le roman de Stephen King, qui date de 82, était une adaptation de la nouvelle de Robert Sheckley, qui s'appelle The Price of Peril, le jeu du défi, qui avait inspiré le film, justement, c'est ça le lien, le prix du danger de Yves Boisset, qui était sorti en 83-84, qui aussi aborde le même sujet, puisque c'est cette thématique d'une société qui tombe dans l'hyper-individualisation, la précarité et justement, où émerge ce genre d'émission complètement, de télé-réalité, où les gens vont carrément se mettre en danger pour, sauver leur famille parce qu'ils ont pas soit ils ont perdu leur emploi, soit ils sont victimes de précarité, donc ils choisissent de s'inscrire à ce genre de jeu pour, sauver un peu Bah, d'ailleurs, leur famille, en fait. la thématique peut se rapprocher, bah, comme on disait, de Marche ou crève aussi, dans le sens Ouais, c'est ça, ouais. où il y a, mais Marche ou crève, c'est plus une notion symbolique, là où, dans ce film, il y a vraiment une notion de plus personnelle de vouloir s'en sortir, tout à fait. Ouais, c'est Et et c'est de aussi pas écrit par Stephen King, c'est pour ça ouais, que c'est ça, c'est qu'en fait, c'est aussi, parler du pouvoir enfin, pouvoir de l'argent d'une société, hyper matérialiste où finalement, à quoi on est chaque prêt à ouais, à faire. quoi on est prêt à f qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour s'en sortir, en fait et du coup, il y a plus de mouvement collectif, à part justement à travers ce personnage qu'on voit dans le film de Michael Cera, là, Elton Parakis, qui lui est comment dire? Un personne politisée, en fait, anarchiste, qui lutte contre le système clairement. D'ailleurs, on voit dans une séquence où il y a une maison, enfin, il y a une installation d'une maison justement qu'il a carrément piégé en fait pour, en cas d'assaut des comment dire? De la police. Mais, ça montre aussi à travers le personnage de Josh Brolin qui est patron un mania de la presse et l'accointance entre le pouvoir en fait et les gens de la finance en fait qui finalement maîtrisent, qui sont à la tête des pays clairement. C'est eux qui font la politique en fait, hein. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le film essaye de vendre ça dans sa bande-annonce sur le fait de qu'est-ce qu'on est prêt à faire et finalement, il raconte pas ça, le film Pas que dans ça, il y a plein de choses c'est en beaucoup fait. plus c'est presque c'est très secondaire finalement de qu'est-ce qu'on est prêt à faire Parce qu'il pour. parle aussi de l'IA, enfin Mmh. qu'on peut être très enfin, on peut modifier les images Mmh. comme on veut en fait. C'est ça, c'est hyper On intéressant peut faire ça. dire ce qu'on veut Mmh. aux images finalement, on peut leur donner un sens totalement différent de ce qu'elles ont au départ a priori et du coup ça peut c'est une arme en fait de pouvoir en fait l'image, comme la propagande enfin qui ça sert de propagande pour justement cet homme ce magnat de la presse qui est interprété par Josh Brolin, qui d'ailleurs son visage est très, comment dire? Il a vraiment le visage, presque de BD du type manipulateur, en fait. Je sais pas, son visage, ça va bien avec, le rôle qu'il interprète, en fait. Il a presque une caricature de ce genre de personnage
qui rit de manière cynique en fait, qui est prêt à tout pour rester au pouvoir et se maintenir là en fait et faire ce qu'il veut de des gens autour de lui en fait. Je pense qu'il y a ce côté-là. On est aussi, ben, c'est un peu un monde, dystopique, hein, Running Man. C'est un peu comme dans le film Chien 51, en fait. On est un peu dans ce même monde un peu dystopique où il y a des pauvres et des riches, en fait, qui sont séparés, qu'il y a des séparations entre les milieux sociaux, enfin et que la seule Oui, tout façon à fait. les Il gens y a une zone plus ouais, centrale les et gens pensent que c'est ouais. qu'à travers, soit jouer au loto ou soit finalement, jouer à Running Man qu'ils peuvent s'en sortir mais en fait, à travers ça, fatalement, ils entretiennent ce système de chacun pour soi, en fait. C'est-à-dire, c'est, le plus fort qui gagne, en fait et heu et en fait, pour s'en sortir, il faut écraser les autres. C'est ça la mentalité, en fait et donc ça, c'est vraiment la mentalité de l'hyperlibéralisme et de la dérive de notre système, en fait, une dérive, vers comment dire? On tombe dans un système où finalement on fait l'apologie de ces jeux du cirque en fait, parce que ça renvoie directement aux jeux antiques en fait, de Running Man où finalement, on donne au peuple enfin c'est du pain et des jeux en fait. C'est la fameuse technique, romaine en fait, on fait des jeux du cirque pour les gens que les gens oublient leur propre misère en fait. Leur propre misère sociale, leur solitude, leur précarité, donc on les le comment dire? Il y a cette permanence de jeu où les gens se défoulent finalement pour oublier, que la réalité en fait. La réalité où ils sont évidemment ils sont victimes d'un système, injuste en fait, tout simplement. Donc, après ça c'est le propos, comment fait, Edgar White? Bah, il le fait de manière assez rythmée, Mmh. il y a quand même vachement d'humour. Après, on sort de là, on se dit: «Ouais, je me suis bien amusé», mais finalement, on n'est pas dans le film, politique comme, pouvait l'être Le Prix du danger de Guy Boisset, où là, il y avait vraiment une dénonciation. On dénonce et en même temps, on s'amuse de cette dénonciation. On n'est pas vraiment dans la dénonciation pure et dure. Oui, On c'est un rigole de ça, en fait. On en il y a rigole. il y a un côté un peu, comment dire? Gros sabot. Gros sabots et peut-être pantalonnade même à la fin. Ça fait presque ouais, c'est une farce quoi. C'est une grosse farce alors que quand même les thématiques abordées, c'est quand même à très assez hard en Mmh. fait. Mais il y a quand même des moments où il Ouais, arrive ouais, à ouais. capter, bah, comme tu dis, quand il modifie l'image, il capte quand Ouais, même quelque ce chose d'assez fort. côté-là où finalement c'est, Mmh. on a que ça soit dans tous les pays européens ou aux États-Unis, on a ces hommes omnipotents qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin, quitte à manipuler les images, à manipuler ce qu'ils veulent. Enfin voilà, ils ont les comment dire? Ils ont tous les outils dans leurs mains en fait et voilà quoi, c'est ça en fait, c'est qu'il y a une concentration des pouvoirs, chez les financiers, chez toutes ces personnes-là, ces patrons de la presse. Ils concentrent des pouvoirs et finalement, ils ne le partagent pas ce pouvoir et ils profitent d'une situation précaire pour avoir encore plus de pouvoir, plus d'argent, enfin bon. Donc le film est bon, c'est ça en fait, hein, clairement le film, bon. Moi je pense que c'est intéressant de le voir, de toute façon Ouais, les tout à gens vont fait. le voir en fait parce que déjà, on aime bien aller voir les films d'Edgar Wright Puis parce il que vaut mieux c'est voir, ce film-là qui va quand même avoir une certaine critique oui, oui. bah, de l'Amérique aussi, parce que c'est en Amérique aussi que ça c'est très libéral aussi, donc c'est C'est intéressant ça, de le ouais. voir. C'est intéressant d'ailleurs de voir que ça arrive à passer sur des studios. Ça aurait pu être censuré aussi des films comme ça et le Ben, fait qu'on arrive à voir encore ça, ça laisse un peu d'espoir quand même pour la suite, je quoi. pense que ça passe parce qu'ils en fait une comédie. C'est ça, mais quand même le propos peut vite dévier sur quelque chose de Ouais. compliqué aux États-Unis dans la situation Ben, actuelle, c'est c'est pour toute la ça. dimension anard en fait de l'œuvre de Stephen King, en fait. Parce que même, je crois que des livres, de Carpenter étaient d'après Stephen King, je suis pas sûr aussi, mais je crois qu'il était aussi très anard dans son propos. C'est quand même Stephen King c'est quelqu'un qui est capable de faire, d'être dans des thématiques critiques vis-à-vis des pouvoirs dominants, en fait, on va dire et aussi, capable aussi de parler comme dans Stand by Me, des relations, d'amitié entre des ados, enfin, i je pense que c'est un romancier qui est assez complexe finalement, que tu ses œuvres peut être à la fois très politiques, mais très, dans le roman en fait. Il reste dans le roman. Il peut dénoncer des choses, mais en même temps, il est pas que dans la dénonciation, il parle aussi, c'est très humaniste aussi en même temps. Je pense que Stephen King est quelqu'un d'assez humaniste.
Personnellement, je n'ai pas lu du Stephen King, mais je le Moi non vois plus. Stephen King à travers les films, en fait, qui sont adaptés et je me dis qu'il doit y avoir ça forcément dans ses romans, j'imagine. Mais bon, Running Man, moi je pensais à un film à voir et puis bon quand Mmh. on heu, moi j'ai une préférence pour Shaun of the Dead ou Oui, Hot Fuzz c'est pas parce le film que le plus ouais, fort qu'il ait voilà, fait et voilà. mais oui, tout à fait. Mais Edgar Wright, c'est quand même un réalisateur qui est assez, qui arrive à travers la comédie à être assez critique vis-à-vis de ce que l'on vit nous au quotidien, ce monde, dirigé par l'argent essentiellement et par la pensée individualiste. Il est assez critique par rapport à ça. Et Voilà. ben, du coup, on va passer au film suivant Mmh. et on va passer sur un film dont on a déjà un peu parlé dans Que l'émission toi lui tu as vu aussi, toi, que par j'ai eu contre? le temps de Ouais. rattraper entre-temps, puisqu'il s'agit de L'incroyable Femme des neiges. Donc, J'aime bien le L'incroyable titre. Femme des neiges, avec Blanche Gardin qui fait cette, Ouais. fameuse Femme des neiges, qui va revenir, après une longue disparition parce qu'en fait elle a tendance à dans le cadre de ses activités, à voyager beaucoup parce qu'elle veut, elle veut s'investir, dans des grandes causes pour Mmh. l'humanité, globalement. Et elle a tendance à pour ces raisons-là, à voyager beaucoup, à se mettre dans des endroits où potentiellement c'est même dangereux et cetera. Et elle va revenir donc, vers chez ses frères. Elle va recroiser quelqu'un qu'elle a eu avec qui elle a été en couple dans son passé, mais qui a eu depuis des enfants, et cetera. Et elle, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle traverse une phase un peu compliquée de sa vie, on verra pourquoi dans la dernière partie. Et elle a ce côté un peu imprévisible, on va dire, dans par rapport aux gens qui l'entourent. Je sais pas comment dire. Par rapport à sa famille, Ouais, et OK, cetera. Le d'accord. fait qu'elle disparut longtemps, et Ah cetera. oui, le fait qu'elle soit pas là souvent, donc ça crée des problèmes, Et donc on retrouve aussi, dans les ben, liens. entre ses 2 frères, qui sont joués par Philippe Catherine et par, Bastien Bouillon, qui vont être pas mal présents dans le film, voilà. Bastien Bouillon arrive assez tard finalement dans le film, mais après il est très présent. Ouais, qui va jouer dans Partir un jour Tout à fait, il joue et pas mal ces temps-ci. ouais, ouais, il est assez présent, Il avait déjà et en depuis la fait, il nuit a du été 12. depuis la nuit du 12, ça a pas Ça a mal, déclenché sa carrière. ce qui est plutôt intéressant parce que c'est Ouais. quand même un acteur Mmh. qui, heu, moi, il avait cette réputation pour moi de jouer un peu faux, mais maintenant je trouve qu'il a pris, vraiment, Il a heu, étoffé son ouais, il a personnage. étoffé et du coup, depuis la nuit du 12, je trouve que on ressent bien, à quel point c'est un acteur qui arrive à bien Mmh. prendre, ses rôles et c'est cool de le voir, dans le film. Ouais. Le film en tant que tel, c'est intéressant parce qu'il y a toute une partie, en inuit, avec des Inuits autour qui est quand même intéressant de voir ça un peu au cinéma parce qu'on voit pas souvent ça. Hem, le film en tant que tel, parle d'un sujet lourd aussi, dans le film, dans la dernière partie donc je veux pas trop dire de trucs et il parle pas mal des coutumes inuits dans la dernière partie. Mmh. Là et dans la première partie, ben, on va plus la voir, où on comprend pas trop ses façons d'agir. Il y a un côté un peu comédie, un côté un peu drame. On sait pas trop comment se positionner dans le film. Mais je trouve ça quand même assez intéressant dans l'ensemble, même si j'ai du mal à vraiment à comprendre, ben, son positionnement. Pourquoi est-ce que, il fait une scène notamment, dans dans une école? Est-ce que c'est plus dans un ressort comique? C'est là, je me demande. Mmh. Ou est-ce que c'est plus, dans quelque chose de plus dramatique par rapport à son personnage principal? Je ne sais pas. Même si clairement, il y a un côté comédie, dedans, Mmh. voilà. Hem, dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé passer plutôt un bon moment. Je trouve que le film a une écriture qui permet un peu de voyager à un moment. Heu, est-ce que par contre, il parle vraiment des sujets de fond? C'est un biopic, en Pas fait, tant que un peu. C'est ça. un peu un biopic, en fait. Moi je le vois alors c'est une je crois pas que c'est une personne, c'est un personnage qui a vraiment Elle existé, le existe pas, personnage d'accord, de OK. Blanche Gardin, c'est une bonne question. Je pense que c'est entièrement une fiction, mais Ah, on sait j'avais cru que jamais. c'était quelqu'un qui avait existé, en fait, vraiment, en fait, au départ. D'accord, Peut-être que bah, je en me tout trompe, cas, en fait, mais le on j'avais fait compris ça, moi, c'est un enfin, personnage important dans la d'accord. diégèse, mais par contre dans dans la vraie vie, je ne sais pas. Pas si elle existait, J'ai ouais. pas de ouais, C'est parce que j'ai eu j'avais plus retenu l'impression ça que c'était la semaine dernière, c'est pour ça. Je comment? suis pas sûr.
Ah ben, peut-être, mais en tout cas, Mais moi, peut-être moi, j'ai pas eu l'info, j'ai pas su et effectivement, je me rappelle plus exactement ce qu'a dit Sylvain, parce que c'était Sylvain qui l'avait vu, c'est ça, ouais. il y a 2 semaines, je crois Ouais, ça. et voilà, bref. En tout cas, moi, j'ai pas passé un mauvais moment devant le film, ça se mais C'est est-ce bien que de je voir vais Blanche Gardin, quoi, je veux dire, elle est toujours, oui, il y a un côté intéressant, puis en plus, c'est dans un elle est rôle où directe. c'est dans un rôle qui est pas, comment dire? Qui est assez éloigné finalement de ses derniers spectacles et cetera. Qui est plus dans quelque chose où il y a un ressort dramatique, qui est pas spécialement satirique dans son rôle. Donc c'est Mmh. intéressant de l'avoir joué dans ça aussi, pour qui est plutôt employé pour sur des acteurs, enfin de films dramatiques quoi. Voilà. Heu, voilà, donc ça reste une comédie dramatique. Il y a effectivement des phases un peu plus comiques dans le début, mais avec toujours un côté un peu pince sans rire, je sais pas comment dire. Ouais, qui va bien avec, Blanche Gardin, enfin qui interprète souvent ce genre de personnage, en fait. Parce que ça raconte toujours Et un peu quelque chose, derrière. Voilà. Bon bref, il est resté un peu à l'affiche. intéressant, Je pense qu'il y a pas mal de gens un qui sont film allés le voir. C'est un intéressant. film qui est resté pas mal à l'affiche, donc pourquoi pas. Mmh. On Donc il est toujours à l'affiche, OK. C'est possible qu'il soit encore à l'affiche, la semaine prochaine, on va voir, mais en tout Mmh. cas, il était, ouais, à l'affiche, le début de la semaine dernière. Je sais pas s'il y est encore. On va passer, au film suivant. C'est quand même bien ces petites affiches sur l'écran qui Voilà, apparaissent. donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat et on va passer à Gatsby le Magnifique. Donc il n'a rien à Gatsby, voir ah oui, avec c'est pas la version avec DiCaprio, c'est ouais, ça? Ah mais non, plus non, récente de 2013. non, c'est toi, c'est laquelle que tu as vue? Moi, j'ai vu la version avec, Robert Redford, donc de Voilà, donc c'est pas la 74. Non, non, version qui a de été refaite par, enfin, chaque fois, le nom du celui qui fait réalisateur. Roméo plus Juliette, Ouais, celui voilà, qui bon, fait, on sait qui c'est, mais j'arrive pas à trouver son prénom. Non, non, c'est la version, la première version d'ailleurs, hein. La 1re, comment dire, adaptation du roman comment il s'appelle déjà? De, donc c'est pas le F. Baz Scott, Luhrmann, voilà, c'est ouais, ça c'est qu'on veut ça, dire. ouais, C'est pas lui. de Francis Scott Fitzgerald, en fait. Roman de 1925. Donc en fait, qui ouais, Réalisé par Jack Jack Clayton. Layton, en fait, qui a pas été très prolifique dans sa vie parce qu'il est surtout connu Pour ce par film, les films, j'imagine? non, non, Les Innocents Ah oui, aussi, OK. avec Deborah Kerr, un film de 61 fantastique, qui va connaître d'ailleurs un préquel après Le Corrupteur dans les années 70 avec, comment il s'appelle? Marlon Brando. Non, non, Jack Layton, il avait même commencé, l'un de ses premiers films, c'était, Les Chemins de la Haute Ville, en fait. Un film de 59 avec Simone Signoret, qui est un peu le début, considéré parce que Jack Layton est un réalisateur britannique, un peu le début du nouveau réalisme, anglais en fait, qui est concomitant au Free Cinema d'ailleurs, le mouvement des jeunes hommes en colère, anglais des années 60, début des années 60, fin années 50. Donc pour revenir à Gatsby le magnifique, bah, déjà présenter, l'auteur comme ça, en fait, c'est dire que c'est quelqu'un qui est quand même très, qui va jusqu'au bout de ses sujets, en fait, et là, l'adaptation, moi, je me souviens d'avoir lu le roman et j'ai trouvé que le film était assez bien là-dessus par rapport, au roman. De présenter, de montrer, cette période des années folles, des années 20, juste avant la crise de 29, en fait, à travers ce personnage, un peu mystérieux de Gatsby, interprété là, pour le coup, par Robert Redford, parce que c'est dans le cadre, de la rétrospective qui a lieu actuellement à L'Institut l'Institut Lumière Lumière, sur autour de Robert voilà, Redford qui est mort il y a pas longtemps d'ailleurs, ouais. et aussi sur Edward Young. C'est ça, ouais, Edward Young. Mais Robert Redford est mort il y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, maxi, hein. Oui, Dernier Robert Redford, justement, c'est ce que nous disait juste après Cannes, quoi, hein. parce que plus on Il aura devait vu venir. un film juste après, Ouais. présenté par Thierry Frémaux qui disait qu'ils ont choisi aussi, en partie la rétrospective par rapport, Pour pour en qu'il soit hommage. voilà, parce qu'il voilà, qui est décédé il y a peu de temps, en fait, et alors Robert Redford, pour revenir au personnage de Gatsby magnifique dans le film de Jack Layton, personnage un peu mystérieux, on ne sait pas d'où vient sa richesse, tout ça, est installé juste en face, d'un couple qui lui par contre, couple interprété par, Mia Farrow et Bruce Dern, la famille Buchanan en fait, qui eux sont des riches, héritiers, qui sont des comment dire? Des riches, liés à l'exploitation du pétrole, enfin tout ça, enfin, qui ont énormément d'argent, qui sont des gens de pouvoir justement qui ont une place importante dans la société, et en face, ce personnage Gatsby qui habite de l'autre côté de la mer, d'un bras de la mer en fait, c'est juste, c'est dans la baie de New York en fait, il y a plusieurs îles,
et donc du coup, il habite de l'autre côté et il y a ce bras d'eau, en fait, il personnifie cette différence de milieu parce qu'en fait, on apprend progressivement que Gatsby était quelqu'un qui venait d'un milieu populaire et qui a énormément travaillé pour arriver à cette position sociale et pour être, comment dire? Pour être près justement de ce milieu de riches, en fait, qui sont des héritiers, tout ça, qui vont pas galérer comme lui finalement. Mais ça, on l'apprend progressivement, en fait et heu et on apprend progressivement qu'il était, comment dire? Fasciné par, cette Daisy Buchanan qu'il a connue avant, en fait. C'est-à-dire, avant la Première Guerre mondiale, parce qu'il a fait la Première Guerre mondiale et que c'est un amour de jeunesse un peu déçu parce qu'elle, comment dire? Elle a épousé quelqu'un d'autre pendant que lui était ailleurs au combat, à la guerre et quand il est revenu, elle était plus là parce qu'elle s'était mariée, en fait et donc il s'est installé en face de sa demeure justement pour essayer de re retrouver son amour de jeunesse, en fait. Et ça se fait à travers un personnage intermédiaire qui fait partie de la famille de Buchanan et qui habite à côté de Gatsby justement, dans une petite demeure en fait. À travers cette histoire de Gatsby le magnifique justement, c'est de parler aussi, à la fois de ces fêtes des années folles parce qu'il organise des grandes fêtes, tout ça, enfin, que les je ce truc, du système libéral de cette époque, c'est-à-dire les gens riches de cette époque aimaient organiser des grandes fêtes, où, où tout le potin comment dire? Se retrouvait, tous les gens influents, tous les gens du spectacle, en fait et c'était des grandes beuveries à n'en plus finir et heu et donc on voit cet aspect-là des années 20 et on voit aussi à travers ce personnage de Gatsby et son amour perdu qu'il essaye de ressusciter, cette différence de classe aussi, ce fait que les riches, les «vrais riches» en fait, entre guillemets, cette bourgeoisie en fait qui comme en France, en fait, a remplacé, en fait, la noblesse, en fait, finalement, on va dire, ou se comporte comme une noblesse, en fait, hein, quelque part, ben, en fait, elle ne partage pas bien son pouvoir. Elle ne partage pas du tout son pouvoir, en fait et justement, lui, il pense qu'il va pouvoir maintenant, avec sa position sociale, intéresser, Daisy qui a préféré un autre que lui et en fait, il se trompe, en fait. Enfin, il y a tout ce truc-là, en fait, qui fait que même si, en fait, même si lui, il a réussi, il ne fait pas partie du même milieu que ces riches propriétaires, en fait. Donc il y a aussi, il parle à travers ce roman, et le film d'ailleurs aussi, il parle de cette comment dire? Ces murs entre les classes sociales, en fait, tout simplement et que, le système a beau être un système libéral, il n'en est pas moins un système de comment dire? De classe en fait très, délimité et comment dire? Le lien entre les 2 se fait pas facilement en fait. Ce film, il parle aussi beaucoup de la manipulation en fait, de ces gens de pouvoir qui aiment manipuler les autres finalement, leur donner envie de partager avec eux le pouvoir et puis finalement de les foutre dehors au dernier moment. Il y a tout ce côté, ouais, assez pervers, en fait, de ces gens de pouvoir, à travers cette famille, Buchanan, en fait. Après, bah, le film vaut aussi par cet acharnement du personnage de Gatsby, que Redford montre assez bien. Il est prêt à tout, en fait, retrouver son amour de jeunesse, heu, tout amener, Daisy vers lui. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est cette espèce de ce grand il est très sentimental, en fait il y croit vraiment, en fait, il est porté par ça et ça, c'est à la fois beau et triste parce qu'on connaît la réalité du système et elle est vite, elle rejaillit à nos yeux très rapidement. Enfin, je veux dire, il y a un truc même si lui, il y croit, il y a des forces, en face de lui qui sont plus fortes que lui, en fait. Bah, je trouve que la mise en scène de Jack Layton est vraiment bien, en fait, parce qu'il y a l'utilisation des flous, quelquefois, pour montrer un peu, l'état d'esprit de Gatsby qui, finalement, est une espèce de il est habité par ses sentiments, en fait, un homme très seul aussi, un homme très seul
Heu, il y a Peace of Flow, ça avait un côté un peu romanesque. Après il y a la photographie, qui est très dans les tons nuancés, qui contraste pas mal avec ce côté, exubérant des fêtes des années 20 en fait, de ces fêtes qui durent toute la nuit, où les gens sont complètement bourrés et comment dire, dansent, de 20 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Et après tu as tous les et qui laissent derrière eux, les déchets partout, enfin tout ça parce que il y a aussi ce truc-là, dans ces gens riches du début du siècle. Il y a un événement aussi qui s'était passé à New York dans un hôtel. Ils étaient tous donné rendez-vous dans un hôtel et heu et le lendemain, le petit personnel avait dû tout nettoyer, enfin ils avaient tout laissé, ils étaient vraiment on voit comment dire? L'irrespect de ces gens-là vis-à-vis des classes populaires, quoi. Tu vois? Enfin, ils s'en foutent complètement, en fait, parce qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, donc ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent et après les gens nettoient derrière eux, enfin, c'est ça on le voit aussi un peu dans le film, ouais. Donc c'est un film à voir absolument quand même, vraiment. Et en plus, c'est dans une filmographie très peu prolifique de Jack Layton, mais qui, qui est une belle filmographie parce que c'est pas quelqu'un de très productif. Finalement, est-ce que c'est vraiment important d'être tout le temps productif si les films qu'on fait, sont bons? Eh ben, très bien. Voilà, voilà. Et ben, on va passer à la suite. J'avais oublié de dire que dans le film, Ouais, vas-y. Il y a Mia Farrow aussi, mais ça, je peut-être que je l'ai dit. Mia Farrow et Bruce Dern qui sont le couple Buchanan. Voilà. Et ben, ici, on enchaînait avec un autre film avec Redford, puisqu'il s'agit de la poursuite, la descente, pardon, On infernale, a vu ensemble? qu'on a vu ensemble. Donc, un film De sur le Michael ski. Ritchie. De Michael Ritchie. Michael Ritchie, 69. Ouais, Ouais. la même année que le film d'après, c'est ça? Sur Butch. Butch Cassidy et le Kid aussi. Exactement la même année, 69. Donc, année forte pour Redford. Donc, film Descente infernale. On a Redford qui joue un, un sportif quoi, qui s'entraîne pour les JO. Mmh. Euh, il arrive dans un contexte où il y a quelqu'un qui a eu un accident dans l'équipe, il me Équipe semble, américaine en fait, ouais. dans l'équipe Ouais. américaine. Et il va avoir un rapport qu'on va retracer pas mal dans le film avec l'entraîneur, où il passera un peu toujours au second plan par rapport aux autres athlètes. Et en plus, on sait un peu les raisons de ça. Enfin, en tout cas, il est aussi au second plan dans ses origines familiales parce qu'il est de la campagne, enfin, Oui, son oui, il père, vient sa pas de famille mieux. peu argentée, donc du coup, il arrive là comme, remplaçant et en même temps, il est relégué à la 80e place au niveau des passages, au Et on moment de la manque pas, descente, on enfin, m'en manque pas d'occasion bah, de lui faire de le comprendre qu'il n'est rabaisser, pas ouais. très bon ou Ouais, quoi que ce voilà. soit. Donc oui, enfin, il évolue pas dans un milieu très Non, simple. non, non. Et globalement, oui, ça parle principalement de ça. Et il y a une petite respiration dans le milieu du film où on va plus être sur de la compétition, où il y a un peu quelques rapports sociaux qui se créent, mais Bah, notamment c'est une quand même le scène. milieu en fait, de Ouais. ces sportifs qui sont un peu du bétail en fait. On s'aperçoit que c'est du bétail et que, les comment dire? Les entraîneurs les manipulent comme il veut en fait le but c'est de gagner uniquement et que c'est vraiment des pions dans cette histoire en fait, tout simplement. Après lui, il veut absolument réussir et à un moment donné, il arrive quand même à percer. Il arrive à percer et finalement il s'aperçoit toujours qu'il n'est qu'un numéro, c'est un peu une critique du monde sportif finalement. Enfin, je trouve que même si d'un côté, tu vois, il filme, je pense ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un certain réalisme dans la manière de filmer les comment dire? Les descentes de ski, enfin ces épreuves de ski alpin en fait, avec cette descente. Il y a un moment des séquences quand même de caméra Ouais, objective. première personne. Ouais, quand même ça, les caméras subjectives et il y a aussi des plans toutes les descentes sont quand même moi je trouvais bien filmées. Bon après tu m'as dit qu'il y avait des accélérés, Oui, bon, bah on j'ai pas voit hein, bien par vu ça, rapport mais à si jamais vous ouais, regardez les courses, etc., et que c'est un peu différent. ouais. Pareil, sur les parcours, là, j'ai l'impression que c'est l'équivalent d'un super G, mais en vrai, c'est fait encore plus. Enfin,
ça fait encore plus on a l'impression qu'il y a aucun virage du tout quoi, presque, hein. C'est presque du tout droit, C'est tout droit, alors qu'en fait, heu c'est plus compliqué que ça quand même de descendre de et dans la ouais. plupart des compétitions, il y a quand même un peu plus enfin, il y a vraiment un parcours déjà plus court que là, c'est vraiment un Ah parcours des ça, fois c'est très sûr long. très long, ouais. Et c'est quasiment il y a des moments, c'est du boulevard, donc on a l'impression que c'est tourné, si on regarde, un peu, pas forcément sur une piste de ski, mais des Mmh. fois enfin, pas sur une piste de ski de compétition, mais parfois sur des pistes normales, on a l'impression que C'est c'est tourné ça. en partie par là. Mmh. Et pour, les parties subjectives notamment, j'ai l'impression que c'est un peu ça, plus que Ça pour doit les être plus parties, ce qu'il y a, c'est qu'en 69, il y avait pas les photoportive. moyens, d'aujourd'hui quand même, une technique en fait, maintenant avec le numérique, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, quoi. Donc il y a quelques moments Mais qui bon, sont un peu bizarres par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, dans du géant Super G et cetera, ouais. parce que ça reste Bah, ça, c'est une autre globalement. je pense que c'est lié à aux moyens techniques de l'époque, en fait. Ouais, peut-être. Mais, pour revenir, à ce milieu sportif, il y a enfin Gene Hackman qui interprète le rôle de l'entraîneur et on retrouve, il y a aussi ce personnage annexe aussi, des groupies aussi, de ces groupies aussi qui naviguent autour des comment dire? Des Sportif? champions, en fait Mmh. et qui finalement, parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui a quand même, on il sent qu'il a une mentalité assez différente, qu'il est attaché quand même à des liens à son père, même s'il a pas des bonnes relations avec son père, il est quand même attaché à lui. Heu, il pense que une groupie tombe amoureux de lui, puis finalement, il s'aperçoit qu'elle en a rien à foutre, enfin, qu'elle est, plutôt nymphomane, on va dire et que du coup, lui, il s'attache à des choses et il s'aperçoit qu'il est dans un monde, en fait, où il faut mieux être un peu cynique, en fait et qu'il l'est pas vraiment finalement et qu'il s'aperçoit qu'en fait, il est dans cette histoire, il est même s'il est champion et même s'il remporte des prix, il n'est qu'un numéro, en fait. Après oui, ça reste, ouais, pas mal concentré sur ça, mais Mmh. c'est vrai que, moi c'est je trouvais que si on peut faire rapprochement avec un film récent que je trouve beaucoup plus réussi que celui-là, parce que mine de rien celui-là, Niveau, plastique, tu veux dire niveau esthétique, quoi? histoire, Bah, c'est un petit film, hein. c'est vraiment ça fait très petit. Bah, oui, Et oui. il y avait un film, je crois que c'était pas c'était qui déjà? C'était pas Charlène Favier ou un truc comme ça qui s'appelle Slalom? Ah oui, tu m'en avais parlé, ouais, Qui est ouais. un film avec Noah Habitat, hem, donc qu'on avait retrouvé d'ailleurs dans un film récent là avec, Ramzy Bedia, avec, Laure Calamy, j'ai perdu le titre du film. Hem, alors du D'accord. coup, le film. En fait, qui racontait l'histoire quelque chose de beaucoup plus travaillé sur la relation à l'entraîneur où là, c'est globalement assez caricatural à côté, quoi. On est vraiment dans, l'entraîneur qui, est opportuniste, mais on s'intéresse pas forcément à ce qu'il ressent, on s'en intéresse plus à ce qu'il est, Bah, là, presque pour le coup, quand fatalement. même, Gene Hackman, Ouais. là aussi, est assez opportuniste, enfin, je veux dire. Oui, c'est ça, À un moment donné, il en a rien à foutre alors que du dans personnage de Redford et puis après, il le trouve génial, enfin, Alors que dans c'est très Slalom, on est ouais, plus dans, ouais. ce que les personnages leurs actes qu'ils vont faire, Mmh. qui le ce qu'ils ressentent et cetera et c'était bien Charlène Favier, c'est bon Ouais, d'accord. et sur, une histoire assez dure, beaucoup plus dure enfin, clairement plus dure dans Slalom vu que c'est quand même de l'agression alors que là, on n'est pas dans de l'agression, au sens, Ah oui, s je comprends ce que tu est veux dire, c'est dire, ouais, de des abus éventuels des voilà. entraîneurs Mmh. sur les champions, en C'est fait. ça. Là, Ce qui arrive aussi on n'est pas souvent, dans le ouais, même genre d'abus d'accord. du tout, on est dans quelque chose où on va rabaisser, Ouais. mais il va pas y avoir de rapport, heu, hors, Bah, il y a quand même une certaine violence, mmh, psychologique, on voit oui, bien voilà, que, c'est bah, plus c'est la violence psychologique, psychologique, on va dire. mais c'est léger, quoi, C'est par rapport léger. à d'autres à Slalom, par exemple. Après, le film tient parce qu'il y a Robert Redford et Gene Hackman, parce que la mise en scène Oui, n'est pas extraordinaire. Quand même une bonne partie du film où c'est des séquences de ski alpin. Bon, OK, c'est bien, tu as vu une fois, 2 fois, tu sais pas trop où ils vont en venir. Puis finalement, ils se décident. Puis bon, Michael Ritchie, bon, c'est quelqu'un qui a commencé, c'était un réalisateur de télé dans les années 60. Après, il a fait du cinéma. J'ai regardé un peu sa filmographie, c'est un faiseur, hein. Donc bon oui, oui, oui. là, ça tient le coup parce qu'il y a un scénario, il y a Robert Redford, mais à part ça, le film est pas extraordinaire. Je Oui, veux c'est dire, ça. bon, c'est Il est il y a un peu le oubliable, je non, mais pense, c'est pour ça qu'on va parler d'un film après ouais, qui qui aura plus marqué bah, là, au niveau plastique, c'est sûr que Butch Cassidy et le Kid de George et Hill, c'est quand même on y on va passe au cash, hein. film. Alors On y du va coup, cash, on hein. passe, à Butch Cassidy et le Ouais, Kid? ouais. Donc, toujours avec Robert Redford et Paul N'empêche que Newman ça c'est vraiment ça c'est bien chiadé ton truc, hein. Avec, l'affiche et tout, ça marche bien. et donc,
films. Donc, alors, Paul Newman a pas mal joué, mine de rien, avec Robert Redford, puisqu'il a joué dans L'Arnaque Ouais, aussi, dont tu avais parlé la semaine que dernière, ouais. j'avais vu. Ouais. Et il y avait un autre film aussi dans lequel Où il a eu le prix de l'Oscar de la meilleure réalisation, pour L'Arnaque, j'ai vu Georges Oscar. Ouais, Et je crois qu'il y avait, en enfin, il me semble qu'il y a 73. encore au moins un autre film avec Paul Newman et Redford, et j'ai perdu le Ou nom. tous les 2 jouent ensemble, tu veux dire? Oui, oui. Oscar, C'est possible qu'il y en ait d'autres c'est encore, mais. possible. Ouais, moi je viens de ces 2 là, effectivement. Et donc dans Butch Cassidy et le Kid, donc on a le personnage de Butch Cassidy qui est joué par Paul Newman, et le Kid donc qui est joué par Robert Redford, Sundance Kid, ouais. et The Sundance Kid dans Qui ont le. existé aux États-Unis, c'était 2, à la fin du 19e, c'était Oui, c'est ça. des bandits, on va dire. Donc c'est des braqueurs, globalement, Voilà, des braqueurs de trains, de banques. de trains, de banques. En tout cas, ils vont chercher de l'argent là où ils n'ont pas le droit d'aller le chercher. Voilà, c'est ça, ouais. Ben, il y a tout ce côté, comment ils s'y prennent, le fait qu'il y a un rapport à un personnage féminin dans le film, mais qui est un Interprété peu. par l'institutrice, la Ouais. Katharina Ross, qui commençait sa carrière parce qu'elle avait été connu un succès avec le lauréat avec Dustin Hoffman, le film de Mike Nichols, en fait, de 67. Et d'ailleurs, le, Ouais, le personnage est ouais. introduit dans le film par une scène assez glauque, finalement, elle rentre. Au début, ouais, c'est glauque, hein, quand Elle, même. elle Ouais. rentre, et en fait, on a clairement, on voit une agression en direct, Ouais, mise en scène d'un globalement. viol psychologique, en fait, C'est, intrusion d'un mec dans la et, chambre d'une femme, comme ça. et du coup, après, c'est un peu balayé par le fait qu'en réalité, ils sont en couple et que ça semble être Ouais, un jeu ouais. entre eux, mais c'est très C'était un malsain. jeu, Ouais. un jeu sexuel Et c'est particulier, on va dire. c'est très malsain de faire un truc comme ça. Aujourd'hui, je pense que ça serait très compliqué de faire ça, et Bah, ouais. heureusement. Ouais, parce que ça met, quand même une bonne partie de cette séquence qui est quand même enfin, qui est plutôt Ouais, violente, qui en est très fait, on va dire. violente, ouais, Et d'ailleurs. puis, du coup, après, il y a ce twist qui dit qu'en fait, c'est un jeu entre eux, mais bon, on y croit. Ben, Surtout vu ce qui va se passer par la suite, parce que ouais. la femme a aussi des relations, pas qu'avec pas Ça qu'avec ça, à la limite, Butch c'est plutôt Cassidy, amusant, ce mais. couple à 3 Ouais. en fait, qui va se créer entre eux, enfin, côté Jules et Jim, bon. Ouais, du coup, c'est un peu étrange dans le film, d'ailleurs, par rapport au reste du film. Après, est-ce que si c'est basé sur des faits réels, c'est possible, mais du coup, ça donne pas une bonne Non, image non, mais il du y a un tout côté, des non, antagonistes non, il et y a un côté un peu gênant à un moment donné, mais c'est quand même le film, des anti-héros, pardon. c'est un western, mais c'est une comédie aussi, beaucoup, en fait, parce que même les événements dramatiques, parce que bon, ils sont poursuivis, tout ça, ils essaient de s'en sortir, ils n'arrivent pas, ils s'aperçoivent que les mecs qui les poursuivent, ah, voilà, ils lâchent pas l'affaire, donc ça les fout en rang. Ils disent: «Mais et puis ils font des blagues autour de ça, mais en même temps, ils savent que que leur fin est proche, donc il y a ce côté un peu, chevauché tragique, en fait, de hors-la-loi sur la fin. Et il y a ce côté un peu crépusculaire qu'il y avait aussi dans le western, comme dans le western, comment on appelle ça? La Horde sauvage de Sam Peckinpah aussi. C'était passé en rétrospective Ouais, c'est avant. ça, à la fin de l'année dernière, je crois. Et ouais, c'est la rétrospective Sam Peckinpah, en fait. Et donc du coup, ça fait partie de ces westerns un peu crépusculaires, mais là, sur une tonalité comique, parce qu'il y a beaucoup de séquences, qui prêtent à sourire. Ils se les ces types, en fait, se moquent d'eux-mêmes, et en même temps, ils savent qu'ils sont dans une situation qui est pas marrante, en fait. Où ils sont quand même pourchassés et ils risquent leur vie, en fait. Parce que voilà, au bout d'un moment, bah, les types qui arrêtent pas de se faire cambrioler, bah, ils font appel à une milice, et la milice lâche pas l'affaire, en fait. Et c'est bien filmé d'ailleurs, parce qu'il y a plein de plans comme ça où ils les regardent de loin, ils se rapprochent, on voit l'autre groupe de loin qui les poursuit, et et on voit qu'ils sont toujours à la même distance. Je dis, c'est sans fin, il y a une espèce de situation qui se répète, mais presque comique à la limite. On se dit, ouais, on sent les autres qui se rapprochent, mais en même temps ils sont toujours à la même distance. Il y a un truc, et c'est une séquence qui est répétée plusieurs fois, en fait, comme un, comme un gag, en fait. En même temps, c'est pas un gag, quoi. Enfin, c'est parce que voilà, pour leur survie, c'est pas terrible. Après, bah, je trouve le duo, bah, il marche parfaitement Oui, bien, je et veux le dire. film est bien rythmé aussi, d'ailleurs, au Ouais, ouais, passage. parce qu'ils jouent aussi sur le côté, film du passé. Ils utilisent un côté film muet, à un moment donné, en Au filmant, tout début du film, ouais, notamment, il passe une séquence en 35 millimètres un peu vieille, voilà, en jouant sur le d'un côté film que muet, ouais, tout voilà, à fait. film muet. En sépia. Ouais, D'ailleurs, le film démarre en c'est un sépia. sépia, et ça passe en couleur, comme aussi une manière de parler de l'histoire du cinéma qui est étroitement liée à l'histoire du western, parce que, le genre du western est présent dès le début de l'histoire du cinéma, et du coup, on voit ça, c'est vraiment mis en scène dans le film.
Effectivement, le début du le il y a le film est un peu en 3 parties. Il y a une partie, de braquage où on voit l'installation du personnage. C'est Il y a ça, une ouais. partie d'évasion plus, où on voit, dans ces grands espaces où ils vont partir Mmh. en cheval pour échapper, bah, à plusieurs protagonistes dont on apprendra un peu, bah, ce qu'ils sont par la suite et on a une dernière partie, où ils vont, essayer de se cacher, on va dire, mais en se réinsérant globalement. Voilà, ils Pour essayent un peu s'en ils pour essayent amener toutes les méthodes pour ils essayent à peu près toutes les méthodes pour s'en sortir, mais bon, on sait, nous, par avance que ça va pas marcher et même eux, ils le savent, en fait. Il y a ce côté toujours redondant qui revient chez eux. Ils essayent d'y croire, mais en fait, ils savent qu'ils sont coincés. Il y a un côté un peu, c'est le piège, en fait, ils sont piégés, en fait. bah, ils se sont créés leur propre piège C'est parce que, ça. vu qu'ils sont devenus médiatiquement connus, par leurs actions, et ben, ils sont recherchés donc au bout d'un moment, c'est difficile pour eux de s'isoler, y compris en essayant de quitter, les endroits où ils pourraient être retrouvés. Et puis après, il y a aussi leur rapport à comment, bah, ce qu'ils savent faire. Il y a une grande scène où, quand de réinsertion où: «Ah mais qu'est-ce qu'ils savent faire? Est-ce que, agriculteur? Ah ben non», enfin il y a tout ce genre de scènes-là aussi. Même Hop. si c'est un peu écrit parfois Ouais, de non, mais manière c'est surtout, grossière, ouais, c'est ce qui est, c'est un western et en même c'est temps c'est une comédie, c'est-à-dire et et qui parle aussi de ce phénomène que les États-Unis ont beaucoup écrit leur histoire à travers le cinéma et réécrit leur histoire aussi à travers le western et ça, c'est quand même bien montré dans le film assez clairement. Même si, tu vois, par rapport au mouvement du nouveau cinéma, c'est une mise en scène relativement classique, en fait. Il y a pas ce côté comme dans Bertha Boxcar de Scorsese avec, des plans, efficaces, enfin un montage plus haché, plus, dynamique. Là, on est dans un montage plus classique, plus western. Mais en fait, il y a un côté presque nouvel Hollywood à travers ce duo, en fait, entre Redford et Paul Newman qu'on va retrouver pendant tout le cinéma, en fait. C'est ce genre de duo qu'on retrouve même dans les films policiers des années 80 entre, Mel Gibson et son collègue noir, en fait, policier. C'est aussi un duo. On voit que c'est un truc qui revient régulièrement dans l'histoire du cinéma, à partir beaucoup de ce cinéma de la fin des années 60. C'est là où on va créer ces duos de personnages, en fait, qui, heu, qui vont dynamiser les histoires et les films, en fait. Dynamiser, enfin, donner de la et dynamique. moi, je voudrais faire une petite Ouais. dédicace à la personne du dernier rang qui était à droite dans notre salle et qui avait son Ah portable oui, allumé pendant toute la oh mon séance Dieu, avec trop la cool. luminosité au maximum. C'est super, C'est on aime super beaucoup. sympa, ouais, ouais. On a vraiment fort apprécié. Donc, en On lui a vrai, dit, mais il s'en foutait, voilà, c'est il en ça. a rien à foutre. Bon, bref. En tout Bon, cas, tout ça pour dire que, c'est la vie. attention, si vous êtes en salle de cinéma, on Ouais, voit vos écrans quand vous les allumez. ouais, ouais, c'est Ça important. fait de la lumière parasite. C'est vraiment très Non, dérangeant on peut pas. parce que ça attire le Non, regard. non. Et ce qui fait que c'est un peu difficile de suivre un film pour tout un tas de gens, moi y compris. Donc, en fait, il y a plusieurs solutions. Déjà, ne pas l'allumer, ça Éteindre c'est la ton meilleure. portable avant le début du film. Mais si vraiment vous avez envie de voir quelque chose, ben, vous pouvez toujours sortir de la salle, De toute façon tant et puis en pis. plus non, là, ce qui est gênant, c'est les personnes qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit, en fait. Et Font comme si, tu vois, on n'avait c'est rien ça. dit, donc ça, c'est plus embêtant, quoi, que le fait d'avoir, ouais, éclairé son portable. Et bon, donc il Bon, n'y a pas que c'est le comme son qui est ça. gênant, voilà, Ça arrive, il y a la lumière parasite ça aussi. arrive, ouais, ça arrive. Et donc bref, il y a aussi des choses qui sont possibles, aussi pour réduire la au moins, à minima, réduisez vraiment votre luminosité, c'est possible quoi dans le téléphone, enfin, voilà bref. Bref, c'était juste pour dire ça, c'était la petite aparté avant de changer de film peut-être? Ouais, ça Est-ce marche. qu'on passerait pas au film suivant? Ouais, Donc, avec plaisir. donc un film que je n'ai pas vu, toujours avec Redford, j'imagine, qui est, Le Le cavalier Cavalier électrique, c'est ça? électrique? Ah oui, Le cavalier électrique, bah oui, intéressant comme film. Là, c'est plus tardif, je crois que c'est un film de 79 Tout à fait, de de Sidney Pollack, Pollack, qui avait au fait Out of Africa ouais, aussi. avec qui il a beaucoup tourné, hein, Redford. Il a commencé par Propriété interdite avec, Natalie Wood. Je crois qu'il a tourné que 5-6 fois avec, Pollack, donc ils étaient très liés. Et là, on est très proche encore dans les thématiques de Robert Redford, son lien avec, la nature, le souci qu'il a que l'humanité évolue, en cohésion avec la nature et son environnement. Ça, c'est des thématiques importantes, c'est chez Redford. Et là, à travers ce personnage qui interprète là, de Norman Sonny Steele, une espèce de cow-boy qui est devenu, de rodéo,
qui est, comment dire? On le voit au début, c'est présenté comme ça, comme champion, du monde du rodéo et il est élu, 5 fois champion du monde de rodéo et là, le film commence au moment où finalement heu, des entreprises se servent de ce comment dire? De son aura pour vendre des céréales, en fait. Donc en fait, on le voit au début, en fait, c'est un homme publicité, un homme publicité, on va dire. Il est déguisé? Il est déguisé, OK. enfin, avec un cos il est sur un cheval, avec un costume, avec des comment et justement là, c'est de là vient le titre, Le Cavalier électrique, avec des lumières autour de lui, en fait. Ah Il est OK. en train et donc Il vend quoi? il vend des céréales, en fait. Juste ah oui, des céréales, pardon, tu as dit, bon. Des céréales comme ça. Donc c'est assez ridicule quand on l'annonce, il arrive avec son comment dire? Son cheval et puis, avec des ampoules autour de lui. Il y a un lien entre les ampoules et les céréales? Bah, non, non, il y a un lien avec ce côté, pacotille, de Las Vegas, en fait, OK. ce côté, Parce que c'est vraiment un côté genre américain, c'est une sorte quoi. de mascotte Voilà, du c'est une céréales, quoi. mascotte, on se et en fait, on le voit, en fait, il est, la période où il était champion, elle est loin et il sert de bête de foire, en fait. Donc du coup, c'est un peu sa période de déchéance et en plus, Il y enfin, a un petit côté fric, c'est ça? voilà, c'est ça, il devient vraiment il est une bête de foire aux mains de comment dire? D'entrepreneurs, interprété d'ailleurs dans le film par John Saxon, le le chef d'entreprise et le film est intéressant parce que c'est là où il change en fait son destin à un moment donné. Il s'aperçoit, enfin, c'est là où on trouve les préoccupations de Redford, justement, c'est pour ça à mon avis qu'il a joué dans ce film. C'est qu'en fait, il s'aperçoit un cheval, sur lequel il monte est bourré de médicaments et là, il dit: «Mais c'est pas possible». Enfin, on voit qu'il a il a on lui ils lui ont filé des anesthésiants, tout ça pour pas que de face aux caméras, il panique et du coup, il s'aperçoit qu'il est enfin, que le cheval est maltraité et donc il décide de l'enlever et c'est de là devient, tout le film, l'histoire du film commence comme ça. Il enlève ce cheval, en fait, pour le libérer de comment dire? De ces hommes d'affaires qui le shootent, en fait, tout simplement, qui le maltraitent, en fait, pour lui redonner sa liberté, en fait. Donc il y a tout le film est conçu, sur cette histoire-là, en fait, son chemin pour le libérer dans un endroit où justement il y a des comment dire? Des troupeaux de mustangs sauvages, en fait et donc ça, c'est l'histoire, mais il y a aussi sa rencontre aussi avec, Jane Fonda qui interprète le rôle d'une journaliste, en fait, qui est intéressée par ce personnage un peu en fin de parcours et qui, au moment où il enlève, le pur sang, va essayer de le suivre, en fait et il va se créer à la fois une double complicité, elle va découvrir, un monde qu'elle connaît pas, un monde de la campagne, un monde de la nature, en fait. Elle qui vit tout le temps en ville et donc du coup, il y a cette espèce de de déphasage entre, l'Amérique, profonde et l'Amérique des villes, de la télévision, de, l'Amérique où finalement on tient peu compte, de l'humanité des gens et on tient peu compte du bien-être, même du bien-être des animaux. Enfin, je veux dire, on les utilise, comme, enfin, c'est ce qu'on voit on a vu plusieurs fois dans les films de la semaine, des hommes d'affaires qui finalement sont prêts à tout pour arriver à leur fin, quitte à comment dire? À manipuler les animaux comme ils veulent ou justement, la renommée de ce cow-boy, en fait. Se servir de sa renommée pour vendre des céréales. Enfin bon, c'est Alors c'est assez grotesque. il y a Claire qui nous dit: «Ça pourrait être sympa d'afficher l'année de la sortie du film, sur l'écran». Alors oui, mais par contre, Ouais. c'est ce qui tout ça, il y a un peu de prépa et du Ouais, coup, ouais. j'ai fait Donc vraiment le pour plus simple. rappeler, pour Donc c'est rappeler, possible qu'on change des choses, ouais, ouais, pour les affiches, mais on ouais, verra. le cavalier électrique, donc c'est 79, donc on est, dans ces années-là des années 70 où il y a eu des films comme Soleil Vert aussi, sur des préoccupations écologiques, sur la C'est critique appétissant ce lait vert. avec ces espèces de plaquettes vertes qui Mmh. vont donner à manger en fait aux gens, enfin c'est atroce. Et pour revenir au cavalier électrique, donc il y a vraiment ce cheminement en fait et ce personnage aussi, de Robert Redford qui finalement est, est en déphasage par rapport à un système, qui exploite en fait les gens, où les gens s'exploitent eux-mêmes et en même temps qui renoue avec une identité américaine, l'identité des pionniers, enfin de ceux qui sont partis,
comment dire, qui ont conquis, l'Ouest américain ou qui, comment dire, ont vécu qui ont vécu pour certains, tous les pionniers n'ont pas été hégémoniques. Il y a aussi eu des pionniers qui ont vécu, qui sont liés aux peuples autochtones, qui sont liés avec la nature autour d'eux, hein. Et donc ce personnage de Redford, il incarne comment dire, ce cow-boy américain qui est respectueux de la nature, qui est respectueux de la nature, qui, heu, qui est contre la maltraitance, en fait. C'est un peu il interprète un peu le personnage de Nietzsche face au cheval de Turin, là. Quand Nietzsche, en pleine dépression, enfin, tombe en dépression quand il voit, dans son histoire à Nietzsche, en fait, le philosophe, quand il voit un cheval maltraité par son maître, en fait. Et donc là, Redford, lui, il déprime pas par contre. Il choisit de sauver ce cheval, enfin en tout cas de l'accompagner et de le ramener avec ses autres, enfin ses congénères en fait, on va dire, pour, se libérer du joug de ces hommes maltraitants. Bah, le film est intéressant parce qu'il renoue avec une histoire, d'autres films américains du même genre en fait. On pourrait parler aussi du film de Seuls sont les indomptés, un film de 62 de David Miller, où on voit le personnage de Kirk Douglas qui refuse ce monde moderne, des voitures, de l'hyper-urbanisation et qui continue à se déplacer avec son cheval. Enfin, donc du coup, il y a un complet déphasage en fait, il déplace avec son cheval en guise de rejet de ce monde, dit moderne et du confort et finalement assez maltraitant. Il y a aussi, on retrouve un peu aussi, du film Un homme dans la foule de Elia Kazan, parce qu'il y a dans Un homme dans la foule d'il y a 15 ans, il y a aussi cette relation entre cet homme du peuple et cette journaliste interprétée dans Un homme dans la foule par Patricia Neal. Donc il y a aussi, il y a ce phénomène d'une société qui se sert, des gens du peuple pour redorer son blason, qui sont prêts à comment dire? À comment dire? À n'importe quoi en fait, parce que dans Running Man, oui, il y a ça aussi, je veux dire, à créer du spectacle en fait pour assurer la survie de ce monde assez, inégalitaire, en fait. Et pour revenir au Cavalier électrique, ben, moi, je trouve que ça correspond aussi à cette période. Il y a eu un film aussi de Clint Eastwood qui s'appelait Bronco Billy aussi, avec, comment dire? Ce cow-boy de cirque, en fait, qui exprime à travers son spectacle un peu comment dire? Ce qu'est comment dire? L'Amérique profonde en fait, ou une certaine identité américaine, où les gens finalement essayent de vivre ensemble en fait, tout simplement, de s'écouter, enfin tout ça. Donc moi j'aime bien, j'ai bien aimé parce que finalement c'est une thématique qu'on a retrouvée aussi cette semaine dans Silver Star aussi, un des films qui parle, du peuple en fait, tout simplement en fait, du peuple américain. Qui ressemble pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir aux infos à travers ces hommes de pouvoir. En fait, le peuple américain est très différent de ce que l'on voit, en fait. Nous, on voit les États-Unis à travers, en ce moment, à travers Trump et toute sa clique, mais c'est pas forcément très représentatif de ce qu'est les États-Unis, de ce que sont les États-Unis, en tout cas. Voilà, bon, c'est un film qui est dans cette culture-là, en fait, de la revendication, de la défense d'une certaine idée, de l'humanité et de sa manière de vivre qu'il est possible de vivre avec, son environnement sans le maltraiter ou sans comment dire? Dans un esprit de respect, en fait. Voilà. Eh ben, ça marche et ben, on va passer à un film plus récent pour le coup, puisqu'il s'agit de Spy Game, donc de Tony Scott, Que tu avais vu, toi, à l'époque que aussi, j'avais je vu crois? pendant la rétrospective Tony Moi Scott qui aussi, était passée. j'ai choisi de le revoir parce que j'avais quelques souvenirs, mais assez peu, finalement. Alors moi, je me rappelle surtout que c'était un film qui était Ouais, plutôt bien rythmé. ouais, On ouais, connaît un peu Tony Scott ouais, dans ce côté où tout va très vite, ouais, etc. Et ouais. je trouvais que c'était un des films peut-être les plus aboutis de ce qu'il a fait, dans le sens où ben, ça raconte quand même quelque chose. Certes, ça va sur des grossièretés un peu technologiques comme plusieurs films, hein, en Mmh. l'occurrence, mais il y a ce côté où on y croit, quoi, où on est dans ce périple Mmh. d'espionnage. Est-ce que tu peux nous Bah, rappeler un peu de quoi alors, parle le pour film? rappeler un peu, le film Spy Game,
En fait, on est dans la période, antérieure au 11 septembre 2001. Important de savoir ça quand même. C'était avant cette période-là et donc du coup, ça parle du recrutement d'un jeune espion par Robert Redford. Alors le jeune espion est interprété par Brad Pitt, qui était anciennement tireur d'élite dans l'armée pendant la guerre du Vietnam. Et donc, il y a un peu un historique. Bon, ça commence pas comme ça, mais ça commence par, un événement où, Brad Pitt essaye de libérer, une personne dans une prison, comment dire? Chinoise et il s'avère que, bah, ça fonctionne pas comme prévu et qu'il est à son tour, piégé par, enfin qu'il n'y arrive pas, qu'il est piégé par la police chinoise et que lui, à son tour, est emprisonné dans cette prison. Et à partir de là, il y a des réunions de crise à la CIA et là, on apprend le lien qu'il y a entre, le personnage de Robert Redford et ce Brad Pitt. Donc on voit toute l'initiation, de Brad Pitt, tout ça. Spy Game, ça vient juste du fait que, bah, les espions, bah, c'est un entre eux, c'est un ils ça forme un jeu. Enfin, les services d'espionnage, c'est un peu un jeu, mais c'est un jeu sérieux, en fait. C'est pas un jeu pour rigoler Oui, parce qu'ils et cherchent vraiment des choses. ils cherchent des choses et ils défendent certaines idées aussi. C'est-à-dire dans l'idée de Robert Redford, le personnage de Robert Redford, c'est il défend une certaine idée de l'humanité à travers le modèle américain contre, à l'époque, donc le modèle, soit de l'Union soviétique, soit, des fondamentalistes religieux de tout poil, enfin tout ça quoi. C'est-à-dire qu'à travers, l'espionnage, il y a une défense d'une certaine idée d'un modèle en fait, tout simplement. Il y en a qui défendent un certain modèle et lui, il défend le modèle américain tout simplement, voilà, d'une certaine, une idée du bien en fait, on va dire, dont il est persuadé. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce qu'il y a au fil de l'histoire et ça, ce qui est bien dans le film de Tony Scott, c'est ce qui est très, il y a un super rythmé, en fait. Ça, c'est un mec qui il Bah, en maîtrise le termes de montage, en montage, oui, fait. ça fait beaucoup. Ah ouais, ouais. Et d'ailleurs, Ouais. on peut voir, juste pour mettre un peu Tony Scott, qui est surtout connu effectivement pour Top Gun. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Mais en réalité, il a fait tout un tas d'autres films et Dont True Romance, d'ailleurs, qui est un très bon dont tout film. Romance qui a été scénarisé par Quentin C'est Tarantino, ça, ouais, le 1er, ou des mmh. films dans lesquels il est plus connu aussi comme Man on Fire ou des choses comme ça. Et on va retrouver ben, des films où là, il a carrément expérimenté des choses. Alors moi, je trouve que sur le montage, là où c'est too much, ça va être dans des films comme Domino, où là, pour le Ah coup, oui, ça par contre, j'ai eu du mal, hein. c'est vraiment Domino, si, j'en pouvais plus, là. c'est un essai où il Ouais. utilise des caméras à manivelle. Bah, tu vois, le problème, c'est que ça vide, c'est un C'est peu super dur. ça vide le sens du film, au bout d'un moment. Et là, on n'est pas dans ça, dans Spy Game. On est quand Mmh. même dans quelque chose qui a plus de respiration. On n'est pas à plusieurs plans En par En tout seconde. cas, Voilà. il y a plus de sens, on va dire. Voilà. On va dire que le montage, même s'il est très rythmé, il ne c'est pas Il sert le propos quand voilà, même. ça sert le propos, ça Il bousille n'est pas pas le que sens dans du le film, quoi. Ouais. formalisme. Ouais, ça bousille pas le sens du film, au contraire, ça l'entretient justement. Ce montage très rythmé, ça illustre un peu ce jeu d'espion finalement, ces revirements de jeu d'espion, donc on passe de l'un à l'autre, du bien, du mal, enfin on sait plus trop à un moment donné. Des jeux des apparences aussi, enfin, non, c'est un film d'espionnage qui, moi, par rapport à d'autres films d'espionnage qui m'ont profondément ennuyé, là, pas du tout, on s'ennuie pas, en fait et du coup, Brad Pitt, qui est au fait de sa carrière, on va dire, du début de sa carrière, on va dire, parce que c'est en 2001, c'est plutôt, enfin, on voit que là, il est en forme. Vraiment, enfin, à l'époque, Brad Pitt est né en 63, donc tu vois, Oui, ça fait il partie de avait, la il phase avait où... 30 ans, Mm, quoi, tu vois? Donc il était jeune, enfin, bah, un peu plus non, il avait 40 ans. Il est né en 63, il avait en 2001, il avait, 38 ans. mm. Voilà, donc il est au mieux de sa forme, avec un peu un passation finalement, parce que Robert Redford, à cette époque, il avait bien 60 ans, 65 ans, hein, bien tassé. Donc il y a un peu, un relais de flambeau entre les deux acteurs, on peut dire quelque part, je sais pas. Même s'il y a pas la même épaisseur, je veux dire Robert Redford, il représente, quelqu'un, une Amérique qui s'engage en fait énormément. Brad Pitt, je connais moins par contre ses engagements politiques. Mais bon, c'est pas le sujet du film, bien entendu. Mais ce qui est intéressant quand je disais que c'est sorti en novembre 2001, en fait. Donc le film a été fait soit en 2000, soit en 2001, donc
avant le 11 septembre, 2001. Avant c'était les attentats à New York et du coup, ça c'est marrant parce que enfin c'est marrant, pas vraiment. Ça parle de la remontée en puissance des extrémismes religieux, islamistes, tout ça, dans le film à un moment donné par rapport au comment dire? À ce qui se passait au Liban notamment. Ça parle de ça à un moment donné dans Ah, le film. j'ai plus le début Ouais, du film. il y a un truc comme ça, il y a tous cette guerre, entre différentes confessions au Liban, en fait, qui sont liées aux différentes confessions, OK. les gens qui se font la guerre, heu, des guerres religieuses finalement, en partie et donc du coup, ça intervient, de parler de ça juste avant le 11 septembre, du coup, ça veut dire quelque part et ça «annonce» entre guillemets, pas vraiment, mais finalement, c'est un film qui est au plus près de ce qui va se Alors, passer, bah, en c'est en fait, fait. c'est plus plutôt que ça, c'est ce qui peut être Ouais, intéressant, c'est est-ce que le film en fonction bah, tu sais aussi nous on sait ce qui s'est passé par la suite. bien Mais sûr, bien sûr. mais les personnes qui ont réalisé le film, elles savaient pas qu'il allait y avoir, Non, 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 bien ce sûr. qui s'est passé. Mmh. Ce qui peut être plus intéressant de savoir, c'est est-ce que en quoi le film a été, a changé de sens ou a été pris d'une certaine façon suite, enfin, Aux événements, en aux fait. événements qui se sont Ouais, c'est passés? sûr que la perception, elle évolue par Parce rapport que à ce qu'on a vécu, ouais. parce qu'en l'occurrence, Mmh. les attentats, Enfin, ouais, qui étaient en mmh. question, c'était Indirectement, mais c'était peut-être pas les mêmes groupements que ceux du film, c'était Al-Qaïda, de toute façon, ouais, mais il y a des liens qui se sont faits, je veux dire. En tout cas, mmh, le film, il expose quand même, le côté fanatique qui est mauvais, quoi. cet Mmh événement entre, d'un côté, ce que dit Redford, lui défend une certainité de l'humanité, la liberté d'expression, tout ça, face à face à des espions qui, ou des personnes qui n'en ont rien à faire, en fait. mh. Clairement, en fait, de tout ça, en fait. Donc, lui, c'est ça son idée du bien aussi, à travers son travail d'espion. Donc c'est ça le comme ça a après été dit, par les hommes politiques après les attentats. Je veux dire, on défend une certaine unité de l'humanité et on va partir en croisade contre, ces mouvements extrémistes qui n'ont rien à faire de la liberté d'expression, qui ont rien à faire de voilà, de tout ça, en fait. Bah, surtout qu'il y a C'est ça c'est le plus des truc. mouvements où, qui sont oui, qui sont extrémistes que effectivement dans le sens où il y a un forme de fanatisme Ouais, très fort, c'est en sur ce ça que le sujet film est intéressant, je veux dire. et du coup Surtout, hein. moi ça m'évoque plus le côté faire attention, aussi à, à pas essentialiser. C'est-à-dire Ouais, ouais, non, mais bien sûr, bien que sûr. faut arriver à se dire: «OK, heu, parce que pour moi, on parlait d'autres dérives tout à l'heure avec le film, c'était quoi l'intermédiaire dont on parlait tout à Oui, l'heure? oui, ouais, ouais. Où tu as quelqu'un qui subit de la discrimination parce qu'on l'associe par essentialisme à un autre groupe et c'est pour moi ça, c'est aussi une dérive très C'est vrai. dangereuse et voilà, je me permets quand même Mais de bien le rappeler. c'est ce qui s'est passé Ouais, quand même, après les ouais. attentats du 11 septembre 2001. C'est-à-dire que toute la communauté arabe américaine, elle a été, Stigmatisé? stigmatisée Mmh. encore plus, en fait, alors qu'il Mmh. y en a plein qui étaient pas, croyants, qui étaient pas du tout, là-dedans, en Et fait. puis même, et puis même quand bien même, il serait Ouais, croyant ou quoi que ce soit, il se saurait, parce qu'il y a quand même, beaucoup de gens ouais. qui croient en l'islam, mais qui sont pas non plus Bah, fanatiques, tu vois? qui sont Enfin, pas tout des va bien, extrémistes, en fait, ce sont juste des croyants heureusement. qui respectent la pensée des autres. Et du coup, Mmh. ben, c'est ça aussi, Bien tu sûr. vois, qu'il faut arriver à combattre. C'est Mmh. le fait de dire: «Ah non, c'est parce qu'ils croient en ça que forcément, non, En fait, c'est non, c'est pas une vrai». manière de dire qu'en fait C'est des gens qui s'emparent du sujet et ouais, qui veulent avoir une forme d'extrême, c'est-à-dire ouais. rejeter l'autre qui là est mauvais et c'est le fait de rejeter l'autre qui est mauvais. Mais C'est voilà. bien entendu. En fait, le truc, c'est que c'est une manière de dire qu'en fait, que le cinéma, notre manière Mmh de mh. c'est la perception qu'on a de notre vie, en fait, qui fait le film qu'on va voir aussi quelque part. C'est-à-dire que nous, on en parle comme on l'a Oui. perçu, en fait et qu'en fait, le cinéma, il existe qu'à travers la perception qu'on en a finalement. On peut pas vraiment c'est ça qui va faire faire cinéma finalement, c'est notre perception de la réalité, de notre vie. Et c'est peut-être ça qui intéresse peut-être la manière dont on aborde les films Ouais, tout souvent. à fait. On les relie à la réalité, une actualité du moment, une réalité une actualité historique Mmh parce et que le voir une ci actualité, du de maintenant même, ouais, hein. parce que c'est le rôle Mmh. du cinéma aussi, c'est une manière le rôle du cinéma, c'est aussi de questionner cette réalité-là, en fait, Mmh mh. en nous restituant par image une histoire que nous, on n'a pas forcément vue, en fait. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant et je pense qu'à travers dans notre émission, on essaye de faire ça souvent, en fait
et que même les films sont là pour ça, pour nous questionner sur ce que l'on vit nous, notre vie nous parmi les autres en fait, tout simplement. Eh ben, très bien, du coup, on arrive à la fin, Ouais, de notre émission. et oui, c'est vrai déjà. On et oui, on n'a plus d'autres films, Non, cette à semaine, parler. on a tout traité. Bon, bah, après il y a encore de belles choses encore à voir pour la semaine qui va suivre. Oui, vu que les rétrospectives viennent à peine de commencer. Voilà, en tout cas pour les personnes qui sont à Lyon. Pour Alors ceux qui ne sont pas à Lyon, mmh, bah, il y a toujours la possibilité de regarder des films dont on a parlé, hein. J'essaie toujours de mettre un peu de lien avec d'autres films. Les sorties, bah, c'est presque partout dans le monde et pas forcément, je veux dire, bah, presque, et on va dire. on va bientôt avoir les films de Noël? Et on aura les films de Noël. Bon après, on n'a pas parlé cette semaine de Zootopia 2, mais je pense qu'on rattrapera la Non, semain prochaine parce que moi, j'ai je pas pense vu, mais moi j'aime bien cette série de moi, j'avais vu le d'animés, premier, oui, tout à Zootopia. fait. J'avais bien aimé le premier, donc j'ai envie de voir le deuxième quand même, ça me donne envie. Que dire d'autre? Ben, restez curieux et puis, voilà. Et du coup, C'est quoi le mot de la fin? Dessus? coupé?